hein, qui va introduire cet après-midi. Et ensuite à vous, Jean Viard, que je remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je souhaitais aussi remercier l'ensemble des personnes qui sont présentes aujourd'hui, parce que vous êtes très nombreux et que ça fait chaud au cœur après cette période de suspension et de périodes un peu difficiles que nous avons traversées, mais qui interrogent beaucoup certaines certitudes sur lesquelles on était, au moins au niveau des politiques jeunesse. C'est pour cela que pour cette reprise, donc, nous avons souhaité faire appel à vous, Monsieur Viard, qui est spécialiste de la jeunesse, pour que vous apportiez votre éclairage en résonance à ce contexte Covid actuel, et que nous puissions nous enrichir de votre réflexion pour poursuivre le travail partenarial que nous menons autour des politiques jeunesse dans le département de l'Hérault. Voilà. Je vais juste apporter quelques précisions techniques. Donc, la durée de l'intervention de Monsieur Viard va être d'1 heure. Compte tenu du nombre de participants, je vous demande de couper vos micros et vos caméras, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour que effectivement on puisse bien entendre et voir Monsieur Viard et Marie Passieux quand ils interviendront. Je vous demanderai de poser les questions à l'aide du chat, parce qu'on ne pourra pas vous donner la parole à chacun. Et donc, c'est Agnès de France qui relaiera les questions à Jean Viard pour que vous ayez les réponses à vos questions. Une précision, donc cette rencontre sera enregistrée puisque Monsieur Viard a bien voulu nous donner l'autorisation, et vous pourrez la revoir en allant sur le site, notre site du réseau, hein, sur lequel vous pourrez revoir cette conférence et cette intervention. Donc, nous espérons vous libérer vers 16h30, hein, et que vous profiterez bien de cet enseignement et enrichissement. Donc, je vais passer immédiatement la parole à Marie Passieux. Voilà, et j'ai terminé. Merci. Oui, merci Marie-Jo. Bonjour à tous. Alors, ça fait très, très bizarre parce qu'on s'adresse et puis en fait, je vois 2 personnes. Tu viens de me dire qu'il y a eu 70 personnes qui sont connectées. Donc, bonjour à tous. Je suis Marie Passieux, je suis vice-présidente à la jeunesse en charge de la jeunesse, des sports et des loisirs. Et je salue tout particulièrement, naturellement, Jean Viard, mais je salue également le réseau Jeunes Hérault. Le réseau Jeunes Hérault, ce sont des professionnels dans l'Hérault qui partagent notre politique et avec lesquels nous construisons la politique jeunesse du département. Ce réseau Jeunes Hérault, nous le faisons fonctionner 4, 5, 6 fois dans l'année. Avec la crise du Covid, ces échanges ont été un petit peu contrariés. Et donc, il nous a semblé judicieux de pouvoir proposer quelque chose dont le questionnement est partagé par tous. Et donc, comme nous souhaitons nous adapter au contexte sanitaire, parce que naturellement, un jour ou l'autre, nous allons sortir de cette problématique, et nous souhaitons être au plus au fait de ce qui se passe pour nos jeunes. Donc, Jean Viard, qui est un sociologue renommé, qui est donc directeur de recherche associé au CNRS, si je ne me trompe pas, et au CEVIPOF aussi, qui est le centre de recherche politique de Sciences Po. Monsieur Viard est un conférencier. Nous le suivons régulièrement dans la presse écrite ou audiovisuelle. Il est aussi l'auteur de nombreux essais, dont 2 ouvrages étroitement liés à la problématique de notre conférence aujourd'hui particulièrement, puisque le titre est un nouvel âge jeune et devenir adulte en société mobile. Et aussi la page blanche suivie de chroniques de l'arrière en 2020. Ce qui nous semblait être important, c'est que cette conférence s'inscrit dans le déploiement de notre politique jeunesse départementale,
nous avons une vision très positive de la jeunesse, citoyenne, participative, avec un grand volet sur l'engagement. Et nous souhaitons offrir à tous nos partenaires du réseau Jeunes Héros donc un espace de réflexion aujourd'hui et d'échange justement autour de cette crise sanitaire que nous traversons. Et cela nous a paru être une bonne action pour maintenir le lien, non seulement avec les acteurs, mais peut-être avec les jeunes, pour lequel il nous faudra nous adapter. Donc, nous avons lancé une commande avec beaucoup de questions. Je pense que nous partageons naturellement avec le réseau. Et je pense que M. Viard va nous éclairer pour pouvoir bâtir nos politiques futures en rapport avec, avec cette crise. Ce matin, j'étais en conseil d'administration de la mission locale du Cœur d'Hérault, pardon. Et naturellement, bon, on parle beaucoup de jeunes quand on est dans un conseil d'administration. Et donc, la réflexion a été une évidence, c'est-à-dire que nos jeunes, en fait, ceux qui viennent à la mission locale, hein, durant cette crise, autant les 6 premiers mois, on ne les a pas vus du tout, c'est-à-dire qu'en 2020, ils ont été carrément absents. Autant dans la deuxième moitié de l'année 2020, ils n'ont pas franchi la porte de la mission locale, mais par contre, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, grâce à tout ça, nous avons réussi à maintenir un lien étroit avec les jeunes. Et ce que nous constatons, deux autres effets de cette crise. Un, c'est que les jeunes sont dans des difficultés de précarité assez importantes. Nous le constatons par le nombre de jeunes qui s'inscrivent à la garantie jeune, qui est un dispositif d'État qui permet de soulager financièrement les jeunes. Et donc là, c'est vrai qu'on a une réelle augmentation de ces demandes-là. Et le deuxième volet qui est aussi très, très important et qui nous a aussi pété un petit peu à la figure, c'est que les problématiques psychologiques des jeunes ont explosé. Nous le constatons aussi à ce sujet-là. Donc, tout ce dont on va parler, effectivement, sont déjà bien reconnus sur place par les professionnels. Monsieur Viard, je vais vous transmettre la parole. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises ni sur votre statut. Non, non, pas encore, pas encore. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir accepté d'être avec nous cet après-midi. J'espère qu'il y aura un bel échange, même si c'est un peu compliqué. Vous aviez compris que peut-être tout le monde ne va pas pouvoir s'exprimer, mais en tout cas, nous sommes très attentifs à ce que vous allez pouvoir nous apporter comme élément de réflexion. Merci. Oui, Monsieur Viard, on ne vous entend pas. Mieux? Oui. Allô? Ça y est. Là, oui. Bon, ben on va faire avec le. Non, j'avais mis un micro extérieur pour que ça soit meilleur, mais on va travailler sans micro extérieur. Bon, parfait. Si vous m'entendez, ben, c'est important que vous m'entendiez. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Absolument. Bon, je vous disais que j'allais effectivement essayer de réfléchir d'abord avec vous sur la crise, et puis après, on ira effectivement vers la jeunesse. Ce que vous avez dit, on le sait, je veux dire, hein, on a vu augmenter la pauvreté chez les jeunes, on a vu augmenter la dépression. Il y a 23% des Français qui sont en dépression plus ou moins grave en ce moment. Donc, tout ça, on le sait de manière générale, et c'est accentué évidemment sur certains groupes sociaux. Mais moi, je voudrais, alors, pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai fait ces politiques dimanche. Hein, donc, si vous voulez regarder l'émission, j'étais l'invité, vous savez, de l'émission de la 5, cette grande émission, 1h30. Donc, j'étais l'invité dimanche, j'y vais assez régulièrement. Et donc, j'ai fait une grande émission sur la crise et sur ma lecture de la sortie de crise. Donc, je vous le dis pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, on va dire, puisque c'est une émission qui est téléchargeable, évidemment, dans le service public. Bon, alors après, je voudrais dire une chose en commençant. Si vous voulez, on a vécu 2 ans, à peu près,
où au fond, on s'est protégé, on s'est enfermé, on a réduit nos vies, mais au fond, pourquoi faire? Ben, pour sauver les plus anciens, les malades, j'allais dire les plus lourds, j'en fais partie, donc je peux me moquer un peu, et au fond, ceux qui produisent le moins. C'est-à-dire qu'on a rarement, je crois qu'on n'a jamais dans l'histoire humaine eu un tel humanisme dans l'action. C'est-à-dire qu'on a mis les entreprises en faillite, il y a 10% des couples qui sont en train de divorcer, etc. On a cassé une partie de nos sociétés pour sauver les plus improductifs. Et si vous voulez, c'est important de se raconter les choses comme ça parce que, au fond, c'est un acte profondément humaniste qui d'ailleurs a été porté par les grandes sociétés démocratiques et par le régime chinois, il faut le dire, même si on ne l'aime pas politiquement, et par contre qui n'a pas été porté par le régime populiste, ce qui montre bien à un moment c'est quoi l'amour de l'altérité, l'amour de l'autre. Ça aussi c'est une réflexion qu'on peut faire et qui c'est assez frappant parce que je vous rappelle que le premier taux de mortalité c'est en fait les régimes hongrois et tchèques avant l'Inde, l'Angleterre, etc. Donc, on a à l'intérieur. Donc, ça veut bien dire qu'on est face à un moment historique, je crois, où l'humanisme a marqué quelque chose d'important. Et ça, c'est la première chose, je crois, qu'il faut dire, parce que nous, comme on est tous pris dans la maladie, le vaccin, on ne peut pas faire ci, etc., on est dans la contingence de l'événement. Si vous voulez, souvent, je dis, au fond, on est un peu comme avant le débarquement pendant la dernière guerre, mais le programme du Conseil national de la résistance, il a été écrit avant le débarquement. Il n'a pas été écrit après. C'est-à-dire que c'était bien parce que il y a des gens qui ont travaillé à faire ce programme, qui après a amené au modèle social que nous connaissons. Ils l'ont fait à un moment où, en gros, l'espoir qu'il y ait une solution n'était pas très fort. Donc, c'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut réfléchir à ce que nous allons faire. Donc, ça, c'est vraiment la première idée. Je crois que c'est pour ça que j'essaye de voir ce qui est positif, si vous voulez, parce que, au fond, on vit une tragédie créatrice et si on veut que les sociétés et les gens aient confiance dans ce qui va se passer après, il faut le leur présenter comme ça. Parce que sinon, on ne va voir que les souffrances, que les pertes, et ça va entraîner de la violence, etc. Je veux dire, le phénomène des Gilets jaunes, il est récent. Et il était petit face au phénomène de société. Regardez d'ailleurs comment les Américains, les Italiens vont à toute vitesse pour essayer de créer un mouvement de projets communs, de projets individuels d'abord, et de projets communs, justement pour que les sociétés ne s'affrontent pas. Donc, on est dans cette période, ça va se jouer en gros à partir de l'été. Je veux dire, jusqu'à l'été, bon, on va essayer de se faire vacciner, on va essayer après de partir en vacances, d'aller au restaurant. Le grand rêve des Français en ce moment, c'est d'aller au restaurant, en fait. C'est nettement, 74% des Français, ils disent, ah ben la première chose que je fais, je cours au restaurant. C'est le grand. Et bon, excusez-moi, c'est avant les églises et les salles de sport. Donc, donc il faut bien voir ça comme ça. Donc ça, si vous voulez, c'est je crois, important de l'avoir dans l'idée. C'est-à-dire qu'il faut savoir dire que c'est une victoire de l'humanité sur la vie et que, bien sûr qu'il y a des millions de morts, bien sûr qu'il y a des dizaines de millions de malades, mais si vous voulez, moi, tous les jours, je me disais, quand on disait il y a 300 morts, je me disais on a sauvé 300 vies. Et je pense que c'est important de raconter ça, de se dire effectivement, chaque fois qu'on vous donne un chiffre de mort, multipliez-le à minima par 10, puisque la grippe espagnole avait fait, à la fin, on estime presque 100 millions de victimes, mais il y avait 2 fois moins d'humanité, et surtout, enfin d'humains, et surtout, on voyageait beaucoup moins. Or, ce virus qui est extraordinaire, c'est qu'il s'est répandu en quelques semaines sur l'ensemble de la planète, parce qu'on est sur un monde tellement interconnecté, il ne passe que d'un corps à un corps. Donc, si effectivement, du fin fond de la Chine, on se retrouve au fin fond de l'Afrique, en un mois ou deux, c'est bien parce qu'il y a des gens qui, à un moment, se sont rapprochés partout sur la planète à toute vitesse, ce qui n'était évidemment pas le cas lors de la pandémie de la grippe espagnole. D'abord, on sortait de la guerre et en plus, on voyageait beaucoup moins. Donc, si vous voulez, il faut bien se dire tout ça. On a fait humanité dans la maladie, et on a fait humanité dans la sortie de la maladie, dans la lutte humaniste et dans la lutte scientifique, parce que le travail des scientifiques a été absolument extraordinaire. Il y a 260 laboratoires qui ont fait des recherches et qui vont trouver des tas d'autres maladies, des tas d'autres vaccins. Si vous voulez, il y a les vaccins du Covid, mais on a fait des progrès sur tous les vaccins. L'ARN messager est une technologie qui va se répandre partout, peut-être pour le cancer, peut-être pour le sida, je ne sais pas. Donc, il faut bien voir que l'humanité est à un moment de bascule, à la fois technologique, culturel, mais en même temps, dans un moment de bascule, aussi avec un sentiment profond d'usure, on est tous fatigués, on en a ras-le-bol, et donc, si vous voulez, ça peut aussi bien exploser dans un sens que dans un autre. Et donc, on est à ce moment-là. Mais c'est pour ça que j'insiste sur les dimensions très positives. Et en plus, ce qui est particulier à la France, si vous voulez, c'est qu'on mélange évidemment la crise pandémique et la crise des attentats dans un sentiment de peur avec l'arrivée de la crise économique. Mais
l'arrivée de la crise économique n'est pas une chose absolument certaine. Je veux dire, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, quand on regarde ce qui se passe en Chine, je veux dire qu'il n'est pas évident que nos sociétés vont se trouver affrontées à un chômage de masse. Ce n'est pas évident du tout. Ça aussi, il y a des entreprises qui vont faire faillite, bien entendu, mais il y en a aussi qui vont se créer. D'ailleurs, l'année dernière, c'est l'année où en France, on a créé le plus d'entreprises, même si c'était essentiellement des entreprises de services, évidemment, liées au télétravail, liées à la livraison, etc., parce qu'on est passé d'un modèle économique à un autre. Mais il faut voir ça. Et il faut voir aussi une chose importante, c'est que le revenu moyen des Français a légèrement augmenté en 2020, a légèrement augmenté, même si ce qui a disparu, c'est le black. Et donc, ce qui fait que les gens sont plus pauvres, les étudiants, pourquoi ils sont plus pauvres? Ben parce que quand ils vont garder un gamin ou tout, même quand ils travaillent dans un bar, une fois sur deux, c'est du black. Donc, évidemment, ça n'est pas dans les statistiques. Et parlons de toutes les autres activités qu'on fait au black, entretien des jardins, etc. Donc, en fait, c'est cette économie grise qui a disparu. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas dans les statistiques. Donc, d'un côté, on vous dit, effectivement, le revenu moyen des Français a très légèrement augmenté grâce à l'argent public. Il ne faut pas oublier que c'est l'État qui paye. Et de l'autre côté, tous ces petits revenus complémentaires ont disparu. Et donc, les groupes qui sont les plus blessés, c'est des groupes qui vivent en partie de ces revenus non déclarés et qui sont extrêmement importants, notamment dans nos régions méditerranéennes, parce qu'elles sont très liées au tourisme, elles sont très liées à l'agriculture et elles sont très liées au service à la personne. Donc, si vous voulez, il est clair que là, on est face à un problème particulier. Donc, retenons tout ça. Moi, je n'ai pas très peur de la crise économique. Je prends peut-être des risques en disant ça, mais c'est important de le voir. Je suis assez d'accord avec des gens comme Nicolas Bouzou, que vous connaissez sans doute, économiste, etc. On en a d'ailleurs discuté tous les deux à Lyon. Donc, je ne suis pas trop inquiet. Par contre, il y a 4,5 millions de Français qui déclarent vouloir changer de vie. Donc, on est face à une situation où, en gros, 10% des gens disent « moi, je veux changer de vie ». Alors, en Chine, on a les mêmes chiffres. À Wuhan, on est aussi à 10% de gens. Et ce qui est frappant dans ce déclaratif de changer de vie, c'est qu'il est pareil chez les garçons et chez les filles, chez les riches et chez les pauvres, à la ville comme à la campagne. C'est-à-dire, à un moment, il y a 10% des gens qui disent « j'en ai ras-le-bol de tout ça ». Alors, il y en a qui vont changer de partenaire, excusez-moi, je pense qu'il va y avoir des dizaines ou des milliers, des centaines de milliers de séparations, de déménagements, de gens qui vont quitter leur entreprise. Parce qu'après une pandémie comme ça, c'est un peu comme quand vous êtes malade. Au fond, vous vous dites, c'est quoi le sens de ma vie? C'est quoi mon travail? Il sert à quoi mon travail? Je fais quoi, moi, au fond, dans la vie? Le boulot que je faisais, est-ce qu'il n'est pas complètement con? L'entreprise, est-ce que ce n'est pas une grosse boîte pollueuse qui, au fond, ne répond à aucune de mes valeurs personnelles? Vous voyez, ce sentiment de l'utilité, ce sentiment du sens du travail, du sens du métier. Et ça va être un problème pour les patrons, parce que vous avez des secteurs qui sont redémarrés très vite. Par exemple, en ce moment, le budget de la maison a augmenté de 30%. 30%. Mais si vous travaillez le bois, la maçonnerie, tout ça, mais vous pouvez, on vous cherche comme des fous, on vous embauche partout. Donc les gens se piquent les salariés en ce moment. Attends, je te file 1 000 € de plus, tu viens travailler, etc. Donc il y a des secteurs qui sont repartis très fort, notamment tout ce qui a trait à la maison. Regardez les piscines, on en a construit 150 000. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il faut avoir tout ça dans la tête. Bien. Mais dites-vous, 4,5 millions de gens qui vont changer, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il va y avoir des problèmes de parents isolés, il va y avoir des problèmes de logement, parce que ces gens, si quand on se sépare, on veut 2 logements complets, parce qu'évidemment, il faut loger les enfants. Maintenant, on n'est plus dans le temps où celui qui s'en va aller dans un studio. On est dans une époque où quand on se sépare, on prend 2 logements complets. Il faut se dire aussi que les Français ont économisé presque 200 milliards sur leur compte courant. C'est considérable. Alors évidemment, comme toujours, il y a un tiers qui n'a rien économisé du tout, mais les autres ont économisé beaucoup. Donc, ça veut dire que les couches moyennes, les gens au-dessus les foyers, disons au-dessus de 2 500, 3 000 €, ce qui est quand même la majorité des foyers français, puisque le revenu moyen en France, c'est 1 600 €. Hein. Donc, quand vous êtes 2 à travailler, tout ça avec les aides sociales, vous êtes déjà au-dessus de 3 000 € dans la plupart des cas, pas toujours évidemment. Donc, vous voyez, là, on est dans ces gens-là ont de l'argent. Et donc, ils ont de l'argent et donc, ils vont en faire des choses. C'est aussi une chose à avoir devant soi. Donc, ça, c'est la toile de fond. Après, moi, ce qui me semble intéressant, c'est que cette période a cassé la période précédente où, en gros, l'économie avait pris le pouvoir sur les sociétés. Si vous voulez, depuis 50 ans, on disait les chaînes de valeur sont le seul principe valable. Donc, si je vous trouve un match en Chine qui coûte 1/10 de centime moins cher qu'à Béziers, eh bien, on va le faire venir de Chine. Et on s'est rendu compte que c'était idiot, parce que le propre d'une crise, c'est que justement les systèmes de circulation s'arrêtent et que donc on n'a pas construit un modèle qui marche très bien quand il n'y a pas de problème. Le propre d'une crise, c'est que ça peut être une crise pandémique, une crise militaire, je ne sais rien. Et effectivement, ce modèle a perdu de la valeur. Il y aura toujours des importations. On est entré dans un temps mondial et grâce à Dieu, je pense que c'est définitif, parce que la lutte contre le réchauffement climatique sera forcément commune.
On ne peut pas dire, ah ben nous en Europe, on a une politique climatique parfaite, mais si les autres ne l'ont pas, ça sert, mais enfin ça ne suffit pas. Donc vous voyez, on est dans l'ensemble de ces processus. Donc au fond, on est passé de ce modèle de la chaîne à un autre modèle qui va nous intéresser, c'est la coopération et la frontière. C'est-à-dire qu'au fond, on a coopéré, on s'est observé. Je pense que notre culture géographique a beaucoup progressé. Les gens peuvent vous discuter où est-ce qu'est la Corée du Sud. Ils peuvent vous dire, oui, non, mais en Italie, c'était moins bien qu'en Allemagne. Ils ont un savoir géographique absolument extraordinaire. On a tous passé notre temps à regarder les chaînes d'infos en continu. On a tous passé notre temps à apprendre à se servir du numérique. On est en train de le faire. Mais si vous voulez, là, on pourrait dire qu'on a fait un stage de formation en numérique extraordinaire, y compris dans l'intrafamilial. On a pris l'habitude de communiquer, enfants, petits-enfants, jeunes adultes. Le monde numérique a pénétré au sein des familles. Ça aussi, c'est un événement absolument considérable. Et donc, on a coopéré et on a réutilisé les frontières. On est sorti de l'opposition binaire, il faut tous aider à l'économie ou il faut mettre des frontières partout, je ne fais pas de politique, mais vous voyez bien à quoi ça correspond, à l'idée, certaines frontières peuvent être utiles, le masque, la suppression du sourire, oui c'est une frontière, l'enfermer chez soi, 10 km, certaines frontières nationales, les frontières de l'Europe, les frontières du monde, et comment ça s'articule avec la coopération. Et je pense que ça va être les deux valeurs du monde de demain, coopération et frontières, ça aussi partout c'est à réutiliser, à repenser. Ça me semble un événement important. Mais l'autre dimension, évidemment, de la crise, c'est que c'est un accélérateur de tendance. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tout ce qui était déjà là va prendre plus d'importance. On pourrait dire, pour faire image d'Épinal, Greta Thunberg d'un côté, MeToo d'un autre côté, la décentralisation, la pression évidemment écologique, etc. Et puis une chose essentielle, c'est la place nouvelle du numérique. C'est-à-dire que si vous voulez, la dernière grande crise de nos sociétés, c'est la dernière guerre mondiale. Et après la guerre mondiale, on est rentré dans le monde du tout pétrole. Avant la guerre de 40, la plupart des gens n'avaient pas de voiture. Et la plupart des villages avaient une petite pompe, vous savez, ces petites pompes qui étaient devant l'épicerie, là, où on chargeait à la main. C'était surtout pour les camionnettes et les voitures de riches. Mais la plupart des gens avaient été à pied, à cheval ou en train. Et puis, le pétrole a gouverné le monde depuis la guerre. Là, aujourd'hui, c'est le numérique qui gouverne le monde. Et si vous voulez, le numérique a pris le pouvoir. Alors, le numérique, il existe. Le Twitter et Facebook ont été restructurés en 2006. Ça fait 14 ans. Il n'y a pas tellement longtemps, si vous voulez. Et là, ces outils qui étaient là se sont mis à exploser non seulement, et à devenir le premier véhicule du lien. Même l'année prochaine, si je faisais une conférence avec vous, il y a de fortes chances que je ne me déplace pas. Parce que là, je vous fais une conférence, j'étais sur une radio après j'ai un rendez-vous de travail. Je veux dire que ça augmente tellement les possibilités de faire un certain nombre de choses qu'il est très possible, peut-être qu'on aura fait des progrès technologiques parce que d'ici là, on va nous sortir une multitude de systèmes qui sont en train d'être fabriqués, mais le numérique va devenir un enjeu. Vous savez, souvent, la question va être, y compris dans les entreprises, de se voir encore. On va dire non, mais nous on veut se voir, nous on veut faire une réunion, nous on veut effectivement avoir l'occasion de discuter parce qu'on va avoir tendance à tout numériser. Donc ça va être évidemment la première révolution derrière nous, c'est qu'au fond le véhicule numérique a gagné sur le véhicule pétrolier. Et que peut-être plus que le vélo, si vous voulez. C'est-à-dire, le vélo, c'est important, il va se développer dans les villes, et c'est une excellente nouvelle, mais le premier lien, je pense qu'il est numérique. Ce qui joue beaucoup dans qu'est-ce que c'est qu'un territoire rural, qu'est-ce que c'est qu'être loin de la ville, évidemment, en numérique, il n'y a pas de distance. Donc, si vous voulez, l'idée d'être loin est une idée de la société du pétrole. Et ça, évidemment, pour la jeunesse sur laquelle vous travaillez, c'est une idée extrêmement importante. Y compris, c'est pour ça que la question de l'équipement, la question des tiers-lieux, j'y reviendrai, le fait de que partout sur le territoire, on crée des tiers-lieux, qui sont, à mon avis, les nouvelles maisons du peuple, on y reviendra, parce que du coup, c'est là où on peut aller, parce que là, soit on va avec son ordinateur, soit effectivement, les gens, ils viennent pour faire leurs impôts, etc., soit les jeunes, ils viennent pour apprendre pour créer des start-up, etc. Donc, je pense que les tiers-lieux vont être le nouveau lieu du lien social, parce que justement, il abolit les distances s'il est partout dans la proximité. Et puis, il y a une chose qu'il faut dire, donc là on va y revenir, évidemment une chose qu'il faut dire, c'est qu'au fond, les familles ont été réunies, vous voyez, parce que au fond, j'allais dire, les familles étaient enfermées sur elles-mêmes. Alors ça a été terrible pour une partie des familles, puisqu'il y a à peu près 10% des femmes qui ont été battues, le chiffre me semble absolument énorme, ça montre bien qu'on est face à un vrai problème dans les rapports de domination dans les couples, mais on le savait déjà, mais en même temps, les familles, les parents, les enfants, ont aussi vécu des choses extraordinaires. Il n'y a pas que des choses négatives. Même, vous voyez, une partie des étudiants sont rentrés chez leurs parents. Bon, c'est pas non plus la pire tragédie du monde. Et souvent, je rappelle que, bon, moi, vous savez, mes deux parents ont fait Verdun. Mon père était soldat en 1939. Ses étudiants ont fait 18 mois en Algérie. Donc, je dis, quand on compare les générations, il faut toujours être prudent. Nous, comme on a vécu 70 ans de paix publique, au fond, la grande pandémie nous apparaît et nous choque énormément.
Mais dans l'histoire des sociétés, je dirais c'est moins grave que les 3 grands traumatismes du XXe siècle, que sont la guerre de 14-18, c'est 4 ans de guerre. Les gens ont été en guerre pendant. Les jeunes sont partis 4 ans à 18 ans, ils sont rentrés à 23 ans pour ceux qui sont rentrés. Je vous rappelle qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas rentrés. 39, ça a été pareil, notamment pour les millions de prisonniers. Et effectivement, en Algérie, c'était 18 mois pour effectivement 1,5 million de jeunes Français. Donc, ayons l'idée que c'est plutôt qu'on avait une période de paix, donc au fond, on avait l'impression qu'il ne pouvait rien nous arriver. Il faut relativiser. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une génération sacrifiée. Je pense que c'est très complexe. Je pense qu'à la fois, c'est une génération bagarreuse. Elle a réfléchi, elle s'est pris des coups dans la gueule, elle s'est effectivement, je peux me permettre de parler comme ça, elle a pour une partie d'entre elles souffert, économiquement, une partie s'est appauvrie, mais en même temps, ils sont combatifs. Et d'ailleurs, dans les études d'opinion, ce n'est pas les 15-25 ans qui sont préoccupants, qui sont désespérés, tout ça, c'est les 25-40 ans. C'est-à-dire, c'est ceux qui craignent la crise économique. C'est ceux qui viennent de fonder un foyer, c'est ceux qui ont emprunté pour leur maison, c'est ceux qui attendent un bébé ou qui l'ont déjà eu, parce que les bébés sont plutôt effondrés. Au fond, c'est ces jeunes parents, d'ailleurs notamment les pères, parce que bon, on a beau dire ce qu'on veut, la plupart des couples considèrent le salaire du père comme le fondement du revenu familial. Et donc, si vous voulez, là, on a une vraie angoisse. Mais ce n'est pas l'angoisse dans la jeunesse, c'est la génération d'après. Il faut aussi faire extrêmement attention. Mais par rapport à vos sujets, ce qu'on a surtout vu, c'est une nouvelle lecture sociale et spatiale de la société. Parce que qu'est-ce qu'on a vu? On n'a pas vu la société dont on avait l'habitude. On a vu qu'il y avait des gens, j'allais dire, du care et du service. Ils n'ont jamais arrêté de travailler. Mais ces gens-là, qui étaient dans les hôpitaux, dans les supermarchés, les chauffeurs, les camionneurs, toutes ces populations, la police, les pompiers, tous ces gens-là, on a vu que leur problème, c'est qu'ils habitaient loin de leur lieu de travail. Et donc, eux, ce sont des gens qui parcourent des kilomètres importants. Et dans nos régions où, effectivement, l'écart de prix entre les logements est très important d'un lieu à un autre, ce sont des gens qui habitent là où c'est moins cher. Bon, et regardez autour de Montpellier, comment la ville de Montpellier s'est restaurée merveilleusement, mais du coup, ça a chassé des populations populaires qui sont allées plus loin, etc. Ces gens-là, le problème, c'est la distance domicile-travail. Et ça va nous amener, à mon avis, à repenser la politique sociale. Ce n'est pas directement votre sujet. Moi, je pense que les HLM, les logements sociaux, vont être de plus en plus attribués en fonction de la proximité du lieu de travail. Et je pense que cette question de penser le social par le spatial, dans tout le domaine social, va être essentielle et que, notamment dans les HLM, je pense que les critères d'attribution ont d'ailleurs commencé à être modifiés, vont très vite être modifiés. Si vous avez un emploi public ou un emploi dans certains secteurs où il faut que vous y soyez tous les jours, ça va être effectivement une cause de priorité d'accès au logement social. Donc ça, c'est un premier groupe social. Il y a un deuxième groupe social, on va dire le monde industriel, le monde des usines, il y en a dans nos régions, dans certaines zones. Ce n'est pas le plus préoccupant parce que d'une certaine façon, la période de demain sera plus favorable à l'industrie que la période d'hier. Donc, mais actuellement, il y a que 13% d'activité en industrie. On devrait monter un peu à cause justement d'un certain nombre de rapatriements. Donc, c'est plutôt un monde qui va, mais qui n'est pas dans les villes. Ce sont des gens, les usines ont quitté les métropoles depuis fort longtemps. Et donc, effectivement, c'est un deuxième monde. Et puis, le troisième monde, qui est le monde rural et qui est le monde des campagnes, si vous voulez, du sens la campagne rurale, paysanne, on a bien vu qu'au fond, beaucoup de gens ont fait de la vente directe. Dans nos régions, ça a joué important. C'est moins vrai en vinification parce que là, ils ont des problèmes de stock qui d'ailleurs vont peut-être leur permettre de passer un peu la crise de gel actuelle parce qu'ils ont des stocks de l'année dernière. Donc, ça peut compenser un peu d'une année sur l'autre. Mais là, effectivement, on a des problèmes différents. Et puis, ce qu'on a vu, c'est l'explosion du monde du télétravail. Il y a 43% des gens qui sont en télétravail actuellement. On estime que 60% des Français peuvent être en télétravail au moins un jour par semaine. Le télétravail, c'est certainement la grande innovation, si on peut dire professionnelle, de cette crise. Et pour deux raisons. La première, c'est que les patrons ont accepté, moins dans l'administration qui est toujours plus lente à réagir que dans le privé, mais les patrons ont accepté qu'on n'était pas obligé de voir son salarié pour être sûr qu'il travaille. Et ils se sont rendus compte que les gens en télétravail, généralement, une productivité qui augmente de 22%. Et puis, ils ont un deuxième avantage, c'est qu'ils n'ont pas besoin de bureau. Et un troisième avantage, c'est qu'ils ne demandent jamais d'heures supplémentaires. Donc, c'est même plutôt les salariés qui vont devoir se battre pour défendre parce qu'on va leur dire « Oh ben écoute, oui, t'es bien en télétravail, tu n'as pas de bureau, c'est comme bien. Comment vous allez demander des heures supplémentaires quand vous êtes en télétravail ?» On va vous dire, bah, écoute, tu t'es mal organisé, mais nous, on ne sait pas quand tu travailles, hein, puisque le télétravail n'est pas une durée de travail, c'est plutôt un résultat du travail. Donc, si vous voulez, ça vous renvoie à ça. Vous voyez, il y a ces différentes logiques. Et dans nos territoires, ça entraîne quoi? Ça entraîne qu'on va dire, dans les régions, il y a beaucoup de résidences secondaires, il y a des gens qui viennent s'installer.
parce qu'en gros, c'est un peu la même sociologie. Hein, je fais carte postale. Vous avez Le Monde, on a dit, on a bien vu la crise des Gilets jaunes précédente, qui était souvent d'ailleurs les gens du Caire, ou les gens du Caire, c'est aussi les gens effectivement des banlieues populaires. Et donc, vous avez toute cette lecture de la société qu'on a vue, qui n'est pas la même, et auquel il va falloir qu'on ait des réponses tout à fait différentes. Et puis, bien sûr, ce qu'on a, je crois, accepté pour la première fois, c'est que l'homme n'est pas maître et possesseur de la nature. Les générations, on le sait déjà. Moi, je suis très anti les agressions qui ont été faites contre les boomers en Île-de-France. J'ai réagi très violemment parce qu'il n'y a pas de génération qui soit insensible à la question du climat, du réchauffement climatique, etc. Je ne crois pas ça du tout, d'autant plus que les anciens sont très sensibles à l'avenir de leurs petits-enfants. Il ne faut pas opposer les générations entre elles, c'est de la politique vraiment que je ne partage pas. Mais si vous voulez, ce qui est vrai, c'est qu'on a vu avec ce virus que vous alliez chez votre médecin et vous disiez « reste chez toi, mais t'es au chaud ». Et si vous voulez ça qu'on nous disait depuis des siècles, on avait l'impression que nous, on en était sortis. Qu'on était à une société, j'allais chez le médecin, il me donnait un médicament. Et là, je vais chez le médecin, il ne me donne pas, il n'a pas de solution. Et donc, si on s'est rendu compte que l'homme n'est pas maître et possesseur de la nature, c'est l'homme, la nature qui nous possède. Et ça, si vous voulez, c'est le début d'une prise de conscience, je pense, sur la lutte contre le réchauffement climatique qui va être absolument essentielle. Et c'est pour ça que je pense, si vous voulez, que le monde de demain, au fond, a basculé d'un monde qui était né dans la civilisation industrielle, qui était en fin de parcours, puisque je vous dis, l'industrie, c'était plus de 13%, etc. L'agriculture, c'est 5 ou 6% de l'activité. Donc, ces deux grands métiers de production étaient finalement représentaient moins de 20% des gens qui travaillent, même si c'est compliqué parce qu'il y a des tas d'autres systèmes qui y sont liés. Et là, au fond, on est dans une société numérique et écologique. La question centrale, ça va être l'art de vivre. La question centrale, ça va être tous ces sujets sur la nature, sur le respect de la nature et surtout sur le local. Et comment on va articuler le local et la livraison. Ne rêvons pas. 20% des Français se sont fournis sur Amazon. 20%. Et des tas de gens, il y a des tas d'autres systèmes de livraison, de pizza, de restaurants, de livres, etc. L'idée qu'un objet, on doit aller le chercher quelque part, est une idée qui recule. Et je pense que ça va restructurer nos sociétés. Vous savez, le télétravail, c'est jamais qu'une livraison du travail à domicile. C'est une des formes de la livraison. Donc, il faut se dire que partout, il faut qu'on se demande comment on favorise la vie locale et comment on favorise la livraison, que ce soit en matière de travail, en matière d'objets, en matière de culture, de spectacle, etc. Évidemment, suivant les modes de vie, les groupes sociaux, les moyens personnels d'être mobile, etc., le couple local-livraison ne va pas être le même, mais le modèle va être là partout. Et donc, si vous voulez, je crois qu'il faut faire attention. Il y a en France une vision un peu anti-Amazon qui fait un peu sourire quand 20 millions de Français utilisent une pratique sans compter les livreurs de pizza et les autres qui sont très, très importants. Je veux dire, je pense que la livraison est devenue un phénomène qui, au contraire, va devoir être organisé parce qu'actuellement, il y a 20% des voitures dans les villes qui sont des voitures de livraison. Vous avez souvent une camionnette qui livre un objet qui ne fait même pas 1 kilo. Alors, on a une absolument totale de rationalité, mais le couple livraison local, à mon avis, c'est ça le couple de demain. La ville, un quart d'heure. Pourquoi les gens déménagent vers les bourgs, vers les petites villes? Parce qu'on veut à la fois un local complet, c'est-à-dire où il y a à la fois un collège ou un lycée, un marché, une vie quotidienne de voisinage. Dans ce local, on veut y mettre le numérique, et c'est pour ça que le tiers-lieu, le lieu de coworking, est un lieu absolument central, parce que si on développe ces lieux, on va faire du numérique, j'allais dire une boutique sur rue, c'est-à-dire le numérique va avoir une enseigne, va avoir un bâtiment. Et du coup, si vous voulez, ça va devenir sur la grande place d'une petite ville, de l'Hérault, etc., de partout, ben, ça deviendra un des lieux importants de la commune. Et donc, c'est un lieu où vont se rencontrer des gens qui y travaillent 2-3 jours par semaine, des gens qui viennent y chercher des informations techniques parce que pour faire leurs impôts, tout ça, je disais tout à l'heure, des jeunes qui veulent apprendre l'Internet, qui veulent apprendre à se servir d'un ordinateur, et puis des artistes, et ça peut devenir la nouvelle maison du peuple. Donc c'est important parce que des choses où on se disait il fallait les faire loin, je pense qu'on va pouvoir les faire près, et ça c'est important dans la réflexion sur le territoire, et je pense qu'il y a des endroits où ça va aller très vite, où on a compris déjà ça. Il y a 1800 tiers-lieux en France, dont 46% en province et le reste en Île-de-France. Et je pense franchement qu'il en faut 15 000 dans les 2 ans. Et que si on structure le territoire physique du numérique, à ce moment-là, la question, y compris du lien entre les gens, les générations, etc., va être profondément bouleversée. Donc ça, voilà, c'est la toile de fond, avec l'idée, si vous voulez, qu'il y a 3 dimensions, je pense, qui ont été revalidées dans cette période. Bien sûr, la question de la santé, qu'on traitait toujours un peu par-dessus la jambe en France, on a la meilleure santé du monde. Ah ben voilà, terminé, c'est pas la peine d'en discuter. Les citoyens nous disaient toujours avant les élections, c'est ma première préoccupation. Mais les élus disaient, ouais, non, mais la santé, ça marche.
la première réponse, ça va changer profondément. Deuxième chose qui va changer, c'est l'école. Je pense, si vous voulez, y compris l'assassinat de Samuel Paty a remis une lumière tragique sur cette question. On a compris que l'école, c'est ce qui permet aux enfants, c'est la maison des enfants. C'est pas simplement un lieu où on apprend, c'est pas une garderie, c'est la maison des enfants. Et quand on leur enlève leur maison, leur deuxième maison, mais la maison des parents, c'est évidemment aussi la maison des enfants, mais c'est comme nous quand on va travailler. Un de nos plaisirs, c'est les collègues, c'est les gens qu'on connaît, c'est le trajet, c'est tout ça. Ben, les enfants, ils font exactement pareil. Et donc, effectivement, quand on leur enlève l'école, ben, on leur enlève une grande partie de leur bonheur. Et ça aussi, c'est important de comprendre que la question de l'école doit être repensée, qu'on a déjà fait quelques efforts en dédoublant les classes de CP, les classes de CE1. Je pense que l'école va apparaître comme tout à fait centrale dans la construction de la société. Et la troisième chose, c'est qu'on s'est rendu compte que le travail, c'était génial. Si vous voulez, en France, le travail est souvent assimilé, travail, exploitation, capital-travail, etc., pour des raisons tout à fait légitimes. Et d'un coup, on s'est dit, regardez, quand vous discutez avec les restaurateurs, les hôteliers, des fois, ils sont bien indemnisés, mais ils sont désespérés de ne pas travailler. Leur vie, c'est le travail, c'est de servir, c'est de blaguer, c'est de draguer, je sais pas, c'est de voir des gens. Et donc, si vous voulez, on se rend compte que le travail est une valeur en soi de lien social, positive, et ça aussi, c'est important, dans la société française, ce n'était pas une idée qu'on osait trop répandre, ça fait très, très réactionnaire de dire ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une vision qui est beaucoup plus acceptée. Le travail, c'est un moment essentiel du lien. En disant une dernière chose là-dessus, c'est que, si vous voulez, nos sociétés ont eu des grandes époques de lien. Il y a eu de grandes époques de lien par la religion. Alors, vous êtes bien placé dans votre région, entre les catholiques, les protestants, les communautés juives, pour savoir à quel point, pendant longtemps, c'était dans le cercle religieux que se tenaient les liens, les mariages, les amitiés, les fêtes, etc. Après, il y a eu le monde du politique. Depuis 150 ans, l'essentiel des liens sont liés à la politique, aux manifestations, aux syndicats, au quartier rouge, au quartier catholique, etc. On s'est affrontés, mais on s'est rencontrés dans les révolutions, dans les manifs, dans les grèves, alors les grandes grèves agricoles, etc. Le cœur du lien social, c'était la politique. Nous, le cœur du lien social, ça a basculé dans la société du temps libre. Le cœur du lien social, c'est la ville, c'est les bars, c'est la culture, c'est les vacances, c'est la promenade à la campagne, l'accès à la mer. C'est-à-dire, c'est des endroits comme ça. Si vous prenez, je prends un exemple qui n'est pas chez vous, mais quand vous voyez que Paris-Plage à Paris, il y a 4 millions de gens qui vont à Paris-Plage. Si vous voulez, c'est inimaginable de se dire des choses pareilles. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent du lien avec d'autres gens parce que la rivière est polluée, ils ne peuvent pas se baigner. Donc, ils appellent ça Paris-Plage. Pour nous qui avons des plages, c'est un peu excessif, mais il est clair que, si vous voulez, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent du lien, ils cherchent des rencontres, ils cherchent à voir d'autres gens, ils cherchent à avoir des corps dénudés, ils cherchent à avoir des êtres humains les uns à côté des autres. Donc, il y a tout ça qui est à penser, si vous voulez, dans cette société, et avec l'idée que on a bien vu que nos villes, que ce soit Montpellier, Nîmes, tout ça, toutes nos villes, au fond, ont deux dimensions extérieures. Il y a la ville, j'allais dire, avec l'extérieur très populaire, ces gens qui sont allés habiter les lotissements, qui sont allés construire des petites maisons en parpaing qu'on voit parfois à l'infini dans certains territoires. Mais souvent, ces gens se sont peu socialisés. C'était la crise des Gilets jaunes, c'est ça, parce qu'ils avaient acheté un terrain et ils n'ont pas choisi une commune, ils ont acheté un terrain pas cher à côté d'un rond-point. Bon. Et puis de l'autre côté, on a l'autre aile de la ville, on va dire, c'est la ville du télétravail bobo, qui va plutôt vers des communes à bonne image de marque, etc. Et au fond, on a des métropoles avec deux grandes ailes comme ça. Et puis, entre les deux, évidemment, il y a le monde rural et paysan. Retenons cette vision générale. Alors, qu'est-ce que ça nous donne pour essayer de penser un peu plus la jeunesse, si vous voulez? Alors, bien sûr, on va dire des tas de choses sur la jeunesse. Elle a vécu, elle est traumatisée, etc. Bon, je vous ai dit ce que j'en pensais. Pour ça que je cite toujours les générations précédentes. Et en plus, les jeunes eux-mêmes, c'est pas ce qu'ils disent. C'est-à-dire que quand on regarde les sondages, au fond, l'optimisme des jeunes n'a quasiment pas baissé et leur confiance dans l'avenir non plus. Donc, il faut faire attention. Même si, évidemment, c'est clair qu'il y a une pauvreté nouvelle dans la jeunesse, c'est clair qu'au Resto du Cœur, il y en a eu plus, c'est clair qu'une partie des étudiants, notamment quand il n'y avait pas les Restos U, je veux dire, ils étaient en grande difficulté, même si une grosse partie des étudiants sont quand même des fils, des enfants de catégorie plutôt aisée. Donc, pour ça qu'il faut toujours relativiser. Mais il y a eu une pauvreté chez les étudiants, notamment d'ailleurs chez les étudiants étrangers, parce qu'effectivement, eux, ils ne pouvaient pas se réfugier dans leur famille, ils n'étaient pas du tout dans ce modèle-là. Et puis, bien sûr, dans des étudiants les plus modestes, ça a été très difficile. Mais ne nous enfermons pas dans cette image et n'enfermons pas la jeunesse dans l'idée qu'elle serait sacrifiée. Vous savez, moi, je fais partie de la génération de 68. Dieu sait si on nous a dit votre bac, il ne vaudra rien, etc.
Notre bac, il a valu comme les autres. Et à la limite, je vais vous dire, c'est un bac qui a une renommée, parce qu'avoir le bac en 68, c'est presque un titre, alors que celui de 69, vous voyez, personne n'en a parlé, et celui de 66, on ne s'en rappelle pas non plus. Donc, c'était pas si grave, finalement. Il faut toujours faire attention aux porteurs dans cette société où tout le monde se plaint, fait la victime, etc. Ne prenons pas ces phénomènes trop tragiques. Alors, mon petit livre sur la jeunesse, si je l'appuie là-dessus, au fond, ma réflexion est très simple. Moi, qu'est-ce que c'est qu'un adulte? Pour moi, être adulte, enfin les sociologues, ce qu'on dit toujours, tu es adulte le jour où tu as toi-même produit un enfant, donc tu arrêtes d'être enfant puisque tu en as fait un, donc tu deviens parent, donc tu rejoins le clan des parents. Et la deuxième chose, c'est j'ai un revenu à peu près régulier. En France, le premier CDI massif, c'est 29 ans. Et le premier bébé, c'est 30 ans et 4 mois. Ça va un peu retarder là, parce qu'il y a beaucoup de dames qui ont retardé leur enfant à cause de la pandémie, mais moi je pense qu'elles vont rattraper, ça me semble. Donc du coup ça va reculer, on va monter sans doute à 31 ans, etc. Mais après on va rattraper très probablement en partie. Bon, encore qu'il faut en discuter. Donc si vous voulez, être adulte, c'est avoir un emploi stable et avoir effectivement un enfant, c'est-à-dire en fait avoir 30 ans. Dans nos sociétés, c'est autour de 30 ans qu'on entre dans le monde des adultes, vraiment. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que donc, ça veut dire que tout ça se concrétise quand on a 26, 27 ans. On commence à avoir des relations plus stables. On commence à avoir un boulot où on ne vous dit plus est-ce que tu as un peu d'expérience, parce qu'on en a un peu. On circule moins d'un boulot à un autre, etc. Donc, ça veut dire qu'on a toute une période qui va en gros de 16, 17 ans jusqu'à 26, 27 ans, une dizaine d'années, où à mon avis, on est jeune. Et on a un vrai problème pour trouver une place dans cette société. Et la question, c'est comment on rentre dans une société comme ça. Alors, bien sûr, on est tous d'accord qu'il faut faire des études. Et on sait tous aussi qu'il y a 100 ou 120 000 jeunes qui décrochent des études tous les ans, surtout souvent à partir du collège. On sait aussi que les études, il y a les études, bien sûr, il y a le travail, bien sûr, y compris les petits boulots, les boulots d'été, dans des régions comme les nôtres très touristiques, apprendre à servir, comprendre que si on est souriant, on a un pourboire, si on n'est pas souriant, on n'en a pas, c'est-à-dire qu'on crée du lien en réalité, on n'amène pas une bière, on amène un sourire et une bière. Si on enlève le sourire, on n'a pas le pourboire. Bon, mais ça forme la jeunesse. Donc il y a tous ces petits boulots saisonniers, il y a, alors les vendanges maintenant ne se font quasiment plus à la main, sauf celles, quelques-unes, sauf celles rentables, mais donc il y a toutes ces activités. Donc étudier, travailler. Moi, je dis, il y a deux autres formations essentielles aujourd'hui, le voyage et l'amour. Et si vous voulez, un jeune formé, il doit avoir voyagé, il doit avoir étudié, il doit avoir travaillé et il doit avoir eu des relations sentimentales. Et ceux qui n'ont pas un de ces quatre piliers, quelque part, ils ont du mal à devenir adultes. Et je mets les quatre sur le même plan parce que dans nos sociétés, le lieu principal de la rencontre amoureuse, c'est les vacances. Et la part de la société qui ne part pas en vacances, notamment dans certains quartiers des banlieues urbaines à population souvent d'immigration récente, elles ont un énorme problème d'intégration dans la vie sentimentale. Il ne faut pas se cacher ces choses-là. L'ouverture, l'accueil des jeunes, vous savez que le premier rapport amoureux en France est entre 16 et 17 ans, pour les filles comme pour les garçons, et il est clair que si vous voulez, il y a des populations où c'était beaucoup plus tard, beaucoup plus rare, y compris ça peut entraîner des discours agressifs sur les femmes, etc. Donc, je veux dire, il faut regarder les choses tranquillement. Et le voyage, pour l'instant, Erasmus est réservé aux étudiants. C'est pas au CAP, c'est pas au BTS, c'est pas aux ouvriers agricoles. Or, si vous voulez, il est absolument essentiel d'avoir mis la jeunesse en mobilité, parce que le monde moderne est un monde de mobilité et sera de plus en plus un monde de mobilité. Un jeune qui a jamais quitté son village, mais c'est un handicap. Je veux dire, il faut pas s'en cacher. Il faut bien se rappeler qu'un Français sur deux ne vit pas dans son département de naissance, et particulièrement dans nos régions du Sud, où les populations natives sont souvent en Provence. Moi, j'habite en Provence. Les gens qui sont nés dans la région, les adultes nés dans la région, sont minoritaires. Donc, il faut faire très attention. Montpellier, c'est encore pire. Je crois que Montpellier, il y a 74% des gens qui ne sont pas nés dans la ville. Donc, si vous voulez, on est dans ce genre de situation. Et il faut bien comprendre que la question qui nous est posée, c'est comment on intègre les jeunes dans ce monde de mobilité, la mobilité avec les études. S'il arrête les études, peut-être qu'il faut trouver un moyen de lui faire un voyage, un tour d'Europe. Peut-être qu'en revenant d'un tour d'Europe, il va se mettre à bosser. Puis quand il va se mettre à bosser, il va se dire non, mais attendez, là, il faudrait que je me remette sérieusement aux études parce que je ne veux pas passer ma vie à faire ce job-là, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Et on peut très très bien arrêter les études, faire autre chose, revenir, etc. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on organise le croisement de toutes ces mobilités. Et ça, c'est essentiel. C'est pour ça que le voyage, c'est un mode d'intégration, c'est un mode de formation. Alors, vous me direz en ce moment, avec la pandémie, évidemment, faire l'éloge du voyage, c'est un peu compliqué. Mais il faut le dire, de même que tous les emplois saisonniers, c'est un extraordinaire tremplin pour entrer dans la vie du travail. Et si vous voulez, dans nos régions, c'est un atout gigantesque.
Mais pour ça, peut-être qu'on pourrait faire plus d'efforts pour apprendre aux jeunes à ces petits boulots et leur apprendre. Ça s'apprend. Je veux dire, vous savez comme moi, quand on va dans un bar où il y a un saisonnier qui ne connaît rien, ça se voit tout de suite. Et si le mec il est un peu formé ou la fille, vous arrivez tout de suite, ils arrivent, ils sourient, qu'est-ce que vous voulez, etc. Vous attendez pas, ça tourne. Bon, je veux dire, tous ces métiers, ils ont l'air si simples, mais c'est des métiers d'attention à l'autre. C'est une mise en scène spectaculaire. Au fond, c'est un théâtre, hein, un restaurant ou un bar. Et quand c'est bien géré, c'est qu'on a compris les règles du métier. Vous voyez, il y a toutes ces questions-là à se poser pour aller sur les 4 entrées que sont donc les études, le travail, l'amour et le voyage. Et comment on les fait? Moi, une des réflexions de mon livre, parce qu'il y a tout le débat derrière sur les revenus jeunes. Moi, j'ai toujours été très réservé sur le RSA jeune parce que je trouve qu'il faut qu'ils aient quelque chose de différent des adultes parce qu'ils ne sont pas, ils ne sont en rien, je dirais, en situation d'avoir eux-mêmes créé la situation où ils n'ont pas de travail. Plus on vieillit, plus on sait qu'on est en partie coproducteur de sa vie. Il y a une partie, c'est pas nous, c'est l'économie, les patronats, tout ça, mais une partie, on est quand même coproducteur. Les jeunes, c'est pas la même chose, c'est un autre d'autre chose. Moi, j'avais proposé à la fin de mon livre qu'on prime les jeunes. Vous voyez, on avait fait ça à un moment avec Edmond Maire, j'ai travaillé avec lui quand il était secrétaire général de VVF. Il avait créé une fondation qui s'appelait Vacances ouvertes, qui faisait partir des jeunes en voyage à travers l'Europe. Mais c'était eux qui faisaient le voyage. Ce qu'on leur offrait, c'était un sac à dos, une carte d'Europe, un billet de train pour avoir le droit de circuler en Europe pendant 2 ou 3 mois sans payer dans n'importe quel train. C'était tout ça. Mais surtout, on leur faisait rêver un projet de voyage. Et puis après, il leur fallait qu'ils nous racontent le voyage en rentrant. C'est-à-dire qu'ils disaient, moi, je vais aller visiter l'Angleterre. Bon, très bien, tu vas visiter l'Angleterre, on t'aide un peu pour partir, mais tu viens, tu nous racontes l'Angleterre. C'est-à-dire qu'on en faisait un projet. Ça a duré toute l'année. C'était des centres sociaux qui faisaient des groupes de travail, qui réfléchissaient. Chaque jeune disait, mais moi, je m'intéresse à ça. Moi, je vais aller en Italie. Moi, j'ai envie d'aller en Turquie. Parce qu'en plus, il y a certains jeunes, vous voyez, c'est très net avec les enfants issus de l'immigration. Quand vous les amenez en Turquie, ils découvrent une chose, c'est qu'en Turquie, ils sont tous pareils, quoi. Donc, tous les problèmes de xénophobie, tout ça, ils les ont pas. Et donc, d'un coup, ils se rendent compte qu'il y a des sociétés où, d'un coup, je dirais que venir du Maghreb, c'est une chose normale. C'est des choses qui se découvrent, qui s'apprennent, etc. Donc, sur tout ça, c'est des vrais sujets sur lesquels on doit travailler. Et pas simplement tout le temps. Bien sûr que l'école, c'est absolument le cœur du progrès. Mais vous savez, quand on demande aux gens, qu'est-ce qui défend les valeurs républicaines? Il y a une étude qui est sortie il y a 2 ou 3 mois. La première chose, c'est l'école. Les gens veulent voir une école. Bon, là où ils habitent, une école. Deuxième chose, c'est voir une mairie. Ça, on est d'accord. Mais la troisième chose, c'est quoi? La troisième chose, ce sont les entreprises. Ce qui donne le sentiment de défendre les valeurs républicaines, c'est les entreprises, les petites entreprises. 70 à 80% des Français font confiance aux petites entreprises, beaucoup plus qu'aux politiques, de très loin. Parce que l'entreprise structure le tissu social. Elle crée de l'emploi, etc. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas agressé quand vous êtes un petit patron, vous avez 10, 15 salariés, vous avez peut-être une jolie voiture et tout, mais les gens trouvent ça légitime. Et ensuite, vous avez la police, la justice et le président de la République. Mais donc, la petite entreprise est perçue par les gens comme un outil de structuration du tissu républicain, et c'est très intéressant de se poser ce genre de questions. Et pendant la pandémie, la confiance dans les entreprises a augmenté et la confiance dans les services publics a diminué. Il faut dire que la bureaucratie d'État ne s'est pas surmenée dans la réussite de son travail. Et donc, du coup, si vous voulez, y compris les très grandes entreprises ont regagné en valeur. Alors, traditionnellement en France, on aime la petite entreprise parce qu'elle fait travailler les parents, les cousins et tout. Et on a, surtout dans le Sud, et on a toujours horreur des grandes entreprises qui, elles, sont capitalistes, etc. Là, on a bien vu que les très grandes entreprises ont beaucoup monté comme positivité dans l'imaginaire des populations, y compris parce qu'ils ont compris que quand on veut faire venir des masques de Chine, il vaut mieux s'adresser au groupe Auchan qu'à l'ambassadeur de France à Pékin. Parce que l'ambassadeur de France à Pékin, il est peut-être très sympathique, mais pour ce qui est d'acheter des milliards de masques, ce n'est pas son job. Donc, on a bien compris que les grandes entreprises ont des savoir-faire, et c'est très curieux de voir comment l'opinion publique a beaucoup évolué là-dessus. Voilà. C'est toutes ces choses sur lesquelles, si vous voulez, il faut qu'on réfléchisse. Avec un élément que je rajouterai, c'est que le problème qu'on a avec la jeunesse, c'est qu'on en a plusieurs des jeunesses. On n'a pas une jeunesse, c'est pas vrai. D'abord, on a la jeunesse des très grandes villes, qui est déjà dans un espace quasi mondialisé. Et quand elle se pose la question de qu'est-ce que je vais faire et tout, regardez les jeunes à Paris, leur problème, c'est ce qu'ils font Erasmus à Londres, à Berlin, à New York ou à Tokyo. Alors qu'un jeune d'un village
lui, ben, son territoire, il n'est pas le même, et souvent son imaginaire, les travaux le montrent, au fond, déjà, arriver à monter à Montpellier, à Nîmes ou à Béziers, ben, c'est déjà quelque part, c'est là son objectif, quoi. C'est effectivement de monter à la ville, on peut dire, pour reprendre cette expression un peu ancienne. Donc, on a toutes ces jeunesses-là, et puis on a évidemment des jeunesses qui socialement sont très différentes. On a une jeunesse pauvre, on a une jeunesse plus aisée, donc ça aussi, c'est des phénomènes qui jouent, même si on a éduqué nos jeunes ensemble. Vous voyez, je suis intervenu plusieurs fois récemment, notamment sur les questions de laïcité, etc., en rappelant une chose, c'est que moi, quand j'étais enfant, j'ai jamais vu dans ma classe un gamin qui s'appelait Mohamed. Ça n'existait pas. Il y en avait des gamins qui s'appelaient Mohamed, j'étais à Marseille, mais il n'allait pas au lycée. Et donc, si vous voulez, on a fabriqué une génération de brassage, de jeunes qui se côtoient avec des cultures différentes, des origines différentes, des croyances différentes, et qui du coup sont beaucoup plus tolérants, et qui en plus ont été formés par des séries américaines, par des séries anglaises. Ils regardent, si vous voulez, il en est face à un problème, c'est qu'il y a une mondialisation des valeurs. On le voit très bien sur le port du voile chez les jeunes filles. Pour les jeunes, c'est pas choquant qu'un étudiant ait un voile sur la tête, alors que pour un plus ancien, c'est choquant. Si je vous parle des sondages, là. Chacun après a ses comportements individuels. Et donc, si oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la jeunesse, elle a été brassée. Quand on dit 80% des classes d'âge au bac, on n'y arrive peut-être pas toujours, mais ça veut dire quelque chose. Et donc, si vous voulez, elle est culturellement mélangée, cette jeunesse. Et donc, ces valeurs sont autant françaises que mondiales. C'est très, très net sur la question de la laïcité. Est-ce qu'ils sont plus tolérants ou moins tolérants? Mais ça se discute. Moi, des fois, j'ai tendance à penser qu'ils sont plus tolérants, même s'ils n'utilisent pas forcément le concept de laïcité, par exemple, pour se définir, mais parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi la façon dont un corps de femme est protégé est un enjeu politique. Alors, moi, je suis d'une génération, ma sœur a été virée du lycée parce qu'elle était venue en pantalon. C'était un lycée mixte, et elle a été licenciée, on l'a virée, on a dit non, les filles en pantalon, on n'en veut pas. Bon, ça, c'était les années 60. Donc, vous voyez, après, il y a eu l'époque des mini-jupes, on ne voulait pas. Aujourd'hui, on parle du voile. Pour moi, tout ça, ça fait quand même un peu partie de la même catégorie. C'est comment on marque le corps des femmes dans les sociétés. Peut-être que des fois, on pourrait s'en occuper un peu moins. Donc, il y a tout ça. Et les jeunes, là-dessus, sont beaucoup plus tolérants que nous. Alors, nous, je dis les adultes, je ne vous vois pas tous, je ne vois que vos initiaux. Mais je pense qu'il faut faire très attention à ça, parce qu'on est face à une société qui a profondément changé. Voilà, il y a tout ça que je voulais mettre, si vous voulez, en début. Mais dites-vous bien que la rupture qu'on est en train de vivre est gigantesque. Et je ne sais pas comment on va en sortir. Vous savez, les grandes pandémies, d'abord, ont bouleversé les rapports au territoire. Vous prenez même les églises, les dômes dans les églises, ça a été rajouté pour aérer l'église, pour que justement, pendant les pandémies, on puisse quand même aller à la messe. Donc, si vous voulez, ça modifie l'architecture, ça modifie. Les artistes ont énormément réfléchi, énormément travaillé. Les années folles, après la dernière grande pandémie, ça a été une période merveilleuse, qui a mal fini, avec la montée des régimes évidemment fascistes. Mais si vous voulez, donc on est face à des périodes radicales, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. Et le récit qu'on va en faire, la capacité qu'on va avoir à en tirer des éléments positifs, va contribuer à ce qui va se passer. Si vous prenez la façon dont on a construit le récit de la résistance après la dernière guerre, dans la vraie vie, on estime qu'il y a 2% des gens qui ont été des résistants actifs, plus tous ceux qui les ont aidés ou qui discrètement les ont laissés faire. Mais au fond, après, on a dit à ceux qui n'avaient pas été résistants, voire pire, à ceux qui avaient été pétainistes, on les a minorés. Et si vous voulez, du coup, on a fait un récit, pas de la France résistance, mais on a dit que c'était important. Et au fond, c'est là que ça qui a porté la société après. Les valeurs de la résistance ont dominé la société. Ça a contribué aux 30 Glorieuses. C'est un peu la même situation. Selon le récit qu'on va construire, selon la façon dont on va éclairer l'humanisme de la période, ou au contraire la restriction des libertés, par exemple, parce qu'on peut très bien dire que c'est une période autoritaire, il n'y a plus de liberté, on ne peut plus circuler, ce qui est en plus tout à fait vrai. Mais est-ce que c'est ça qui est important? Ou est-ce que c'est la bataille, le fait qu'on se soit restreint pour sauver les vieux, les malades? Est-ce qu'on va mettre l'un ou l'autre? Vous voyez, c'est tout ça qui est devant nous. C'est la même chose pour la jeunesse. Est-ce qu'on va leur dire, vous êtes une jeunesse sacrifiée, oh mes pauvres petits, etc. Ou est-ce qu'on va leur dire, ben finalement, le monde de demain va peut-être savoir se battre contre le réchauffement climatique, a peut-être compris la crise climatique, et au fond, ça va vous donner une chance que vous n'auriez pas eue s'il n'y avait pas eu cette pandémie. Vous voyez, sur tous ces éléments, le récit qu'on va en faire va être important dans la pratique sociale, dans le changement du monde. Le fait qu'on crée des tiers-lieux partout, dans chaque petite ville de 5000 habitants, si on crée un tiers-lieu dans l'année, ça change tout.
Parce que d'un coup, les jeunes, d'un coup, ils vont trouver des trucs, peut-être que ça va modifier leur vie, leurs relations, leur rapport à la distance. Il y a une chose que je voudrais dire aussi. Vous savez, on dit souvent, pourquoi est-ce que les petites villes n'achètent pas des immeubles pour faire des chambres en cité? Moi, je n'ai jamais compris. J'ai jamais compris pourquoi, si vous habitez à Montpellier ou à Marseille, vous allez en vélo ou en tram faire vos études, et si vous habitez loin, il faut que vos parents vous payent un studio. J'ai jamais compris. Je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les petites villes qui n'ont pas d'université n'achètent pas des immeubles pour loger les jeunes quand ils font leurs études dans les villes. Pourquoi les départements qui n'ont pas d'université ne possèdent pas des cités universitaires. Et pourquoi les régions de France ne possèdent pas de cité universitaire à Paris. Il y a une cité internationale à Paris, mais il n'y a pas une cité des régions. Donc si votre gamin il doit aller passer 1 ou 2 ans à Paris, ça vous coûte une fortune. Donc forcément, c'est une inégalité épouvantable. C'est quand même très curieux qu'on ne comprenne pas que la mobilité est au cœur de la construction de nos vies et que donc, du coup, il faut que les équipements publics s'adaptent à cette mobilité, notamment pour les jeunes. Et une dernière remarque, et je m'arrête, il y a une chose que vous pourriez faire, y penser. On a récupéré les mails de tous les enfants qui sont au lycée. Si ces mails, les départements ou les communes les récupèrent, leur écrivent tous les 3 mois pour leur donner des nouvelles de leur commune, tout le long de leur vie, en faisant vieillir les populations, c'est très facile avec le numérique, pour leur dire dans 10 ans, ah ben tu sais, là on cherche un médecin, tu as été au lycée à, je sais pas, quelle commune, ben là on cherche un médecin en ce moment, ou on cherche, je sais pas, et peut-être le gamin il va être à l'autre bout du monde, il sera en rupture, il aura envie de changer, etc. Il y a des gens qui le font déjà, qui utilisent le numérique comme un système de lien, considérer que tout jeune qui a habité un territoire est un habitant potentiel qui peut revenir. Et donc il peut revenir à la fin de ses études, il peut revenir au milieu de sa vie, souvent vers 40 ans, il peut revenir quand il prend sa retraite, parce que une des grandes questions, c'est quand les gens prennent leur retraite, c'est qu'ils veulent la prendre massivement, là où ils sont nés, ou là où ils ont été en vacances. Donc nous, dans une région comme ça, où on a à la fois des gens qui partent et puis des gens qui viennent en vacances, si tous ces gens les suivent, et si chaque fois, automatiquement, quand les gens arrivent à 60, 65 ans, ils reçoivent des alertes. Attention, nous, on a une politique d'accueil des retraités, on a une politique foncière pour ceux qui veulent construire, on a des EHPAD, on a une politique hospitalière. Je veux dire, on attire des populations. Donc il faut se dire, la jeunesse, ce sont des gens qui passent dans un territoire et qui peuvent y revenir à plusieurs moments de leur vie. Rentrez-les dans le monde numérique, suivez-les dans le monde numérique, informez-les de ce qui se passe et dites-vous qu'après, c'est comme ça que vous allez trouver les gens qui vous manquent, vous allez retrouver des habitants et des populations. N'essayez pas de garder vos jeunes, mais essayez de ne pas les quitter des yeux toute leur vie. Merci. Merci. Merci, Monsieur Viard. Marie-Jo, je te redonne la parole pour… Oui, alors, oui, merci, Monsieur Viard. Effectivement, un éclairage intéressant, global, large, qui remet la jeunesse au centre de la situation que nous rencontrons aujourd'hui et qui nous a apporté des éléments sur diverses approches, donc vraiment intéressantes. Je vais laisser la parole à Agnès, qui est en train de compiler l'ensemble des questions que les participants ont transmises. Agnès, est-ce que peut-être tu peux poser la première question? Oui, alors je vais reprendre de façon chronologique par rapport à votre intervention, Monsieur Viard. On a déjà eu une intervention qui a trait plutôt à la sécurité, la sécurisation. Je vous lis les deux parties. 45 a mis en forme la sécurisation. Aujourd'hui, la sécurité bleue prend le pas, alors que la détresse ne peut être sans doute combattue que par la sécurisation et le sentiment d'importance de chacun. C'est demain que nous saurons si nous avons vraiment fait le choix humaniste. Et cette partie est complétée par une deuxième. L'enjeu ne va-t-il pas être la réaffirmation de la sécurisation avec redéfinition des risques qui ne sont plus ceux de 45, notoirement pour le travail, la famille, ainsi que la bienveillance de proximité, c'est-à-dire l'éducation, le tiers-lieu, ainsi que le retour au métier, au lieu d'emploi, retour du sens et de la créativité. Voilà, je vous ai lu le commentaire et la question. Non, mais je suis assez d'accord. Je veux dire, ce qu'on dit sur le métier, notamment, là, ce que vous dites sur le métier, sur le sens, plutôt que l'emploi. D'ailleurs, y compris sur la question du revenu.
Il est tout à fait possible que la question du revenu, alors bon, c'est toujours pareil, il ne faut pas exagérer non plus, mais je veux dire qu'effectivement, pour certains, on voit bien tous les gens qui quittent la ville, mais beaucoup d'entre eux, ils baissent leurs revenus, mais ils augmentent leur qualité de vie. Et on le voit bien souvent, c'est marrant, si vous suivez les petites épiceries dans les villages, par exemple, il y a un phénomène de création de petites épiceries. L'autre jour, j'étais sur l'Aubrac, par exemple. Sur l'Aubrac, vous avez plein de petites épiceries à Nasbinal, tout ça. Et c'est des Parisiennes. Et elles se disent finalement, je vis mieux avec ma petite épicerie là sur l'Aubrac, à connaître des gens, à blaguer et tout, que quand j'étais à Paris et que je travaillais, je sais pas, dans une administration. Donc je suis d'accord là-dessus. Je suis d'accord aussi que on va être dans une concurrence entre des modèles politiques. En gros, les systèmes populistes ont été nuls, pour dire les choses simplement. Je veux dire, leur mépris de la femme s'est transformé en mépris de l'individu. Donc, toutes les sociétés populistes ont eu des taux de mortalité monstrueuses. Mais ce n'est pas vrai des systèmes totalitaires chinois. Il a été très efficace. Et donc, les chiffres sont peut-être un peu bidons, mais en gros, il a été très efficace. Donc, au fond, les démocraties n'ont pas montré leur supériorité de façon éclatante. Elles ont montré leur supériorité sur le populisme, mais pas sur le système chinois. Donc ça aussi, ça nous renvoie à des vraies questions de modèle politique qui sont tout à fait là. Mais moi, je dirais une chose là-dessus aussi. Je pense que le changement de société qui est devant nous de manière certaine, c'est-à-dire le réchauffement climatique à 1,5 degré, il doit entraîner partout des politiques de protection civile pour que les gens aient le sentiment d'être protégés. Parce qu'aujourd'hui, être protégé du réchauffement climatique, c'est le premier risque. Et ce risque-là, pour le moment, en France, on le gère mal, parce qu'il y a deux systèmes différents. Je dirais pour aller simplement, il y a la bataille contre le réchauffement climatique futur. Celui-là, c'est une question de choix politique, d'orientation, etc. Et c'est compliqué. Disons, c'est la COP21 pour aller très vite. Mais il y a une autre bataille, c'est que si on vit dans un monde qui a 1 ou 2 degrés de plus, qui est quasiment sûr, ben, il faut qu'on modifie notre territoire, nos sociétés, nos maisons, nos horaires. Et ça, si vous voulez, vous voyez, en ce moment, je fais de la formation de pompiers. Ben, on travaille sur l'idée qu'on va former des nouveaux pompiers 500 km au sud. C'est-à-dire qu'en gros, les pompiers de Montpellier, on va les former à Alger, et les pompiers de Lille, on va les former à Montpellier. C'est-à-dire qu'il faut préparer une société plus chaude, comment on crée de l'ombre, comment effectivement on ne sort pas à l'heure où il fait chaud, quand vous allez au sud de l'Espagne, ils font tous la sieste, etc. etc. C'est-à-dire comment on intègre l'idée que le réchauffement climatique est pour une partie certaine, puisque c'est les émissions de CO2 qui ont déjà eu lieu, et que là, pour l'instant, on n'y prépare pas assez les sociétés. Or, je pense que c'est la première angoisse des populations. C'est pour ça que, si vous voulez, je dis, moi, le tiers-lieu, c'est un lieu de création de solidarité, mais une politique, effectivement, de protection civile, et au fond, moi, je plaide pour qu'il y ait un ministre de la sécurité civile, pour que dans chaque mairie, il y ait un adjoint, etc., et qu'on forme les gens, y compris, parce que, regardez, en 2003, quand il y a eu la grande, il a fait si chaud, est-ce qu'il y a eu des morts en plus dans le sud, les personnes âgées? Non, quasiment pas. Parce que nous, on sait qu'il l'été, il faut donner à boire aux vieux. Voilà. Alors qu'à Lille, comme il ne fait pas chaud, ce n'est pas leur souci. Et donc, la plupart des morts ont été au nord de la France. Et ça éclaire exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut regarder ce qui se passe à notre sud pour modifier notre société, pour dire aux gens, attendez, le réchauffement climatique, certain, on sait à peu près le contrôler. Il y aura un peu plus d'incendies, un peu plus d'épisodes méditerranéens, ça c'est probable, mais en gros, c'est habitable, puisque à 500 km au sud, ils y arrivent bien. Bon, maintenant, si on vous dit que ça va être le climat de Tamanrasset, c'est plus compliqué. On peut aimer aller à Tamanrasset, mais on n'a pas forcément envie de s'y installer. Vous voyez, il faut sécuriser les gens, leur donner un sentiment de protection par rapport au futur. Mais le propre du futur, c'est d'être incertain. C'est ça qui est passionnant dans le futur. Le passé, on le connaît. Et le futur, on ne le connaît pas. Et c'est ça qui donne envie de le vivre. Si on le connaît déjà, ben, ce n'est pas intéressant. Donc, si oui, il faut en même temps avoir tous ces éléments. Voilà. Mais il me semble qu'il y a une vraie réflexion sur le sentiment de protection des populations, notamment évidemment dans nos régions avec ces épisodes méditerranéens, avec les incendies, qui sont des éléments importants. Merci. Alors, autres questions qui sont venues un petit peu plus tard pendant votre intervention. Quid du décrochage annoncé vis-à-vis de la politique? Quid du vote des jeunes? Quid d'une démocratie très connectée mais extrêmement polarisée? Les jeunes se politisent-ils par les réseaux sociaux de manière instantanée, horizontale, avec la formation de communautés immédiates, sans passer par un processus de réflexion? Le combat des jeunes ne semble plus épouser toute une grille idéologique, mais plutôt des causes, en passant de cause en cause. Oui, tout à fait. Je suis absolument d'accord avec cette analyse. Je pense, si vous voulez, que les grandes périodes, disons la société de classe, cette lecture de la société à partir des classes sociales qui s'est structurée après la révolution industrielle, je pense que cette lecture-là, elle existe toujours, mais elle devient minoritaire.
Et d'ailleurs, on voit bien, les syndicats sont essentiellement des syndicats de la fonction publique, les grands partis n'ont plus d'adhérents, En Marche qui a essayé d'en trouver n'en a pas trouvé, etc. etc. Donc, ce système-là, en gros, on appartenait à un monde, à une classe sociale et à un territoire. Il y avait un quartier rouge, il y avait des territoires rouges, il y avait des territoires blancs, il y avait bon. Et en gros, toute cette structuration du lien qui se faisait à partir des églises, etc., et des usines et tout ça, c'est profondément défait. D'une part, parce qu'il y a beaucoup moins d'ouvriers, d'autre part, parce que la plupart des ouvriers habitent à la campagne, plus 52%, et que les ouvriers de ville sont souvent des ouvriers d'entretien en réalité. Ils s'occupent des ascenseurs, tout ça, c'est important, mais c'est pas pareil qu'une communauté de travail à 1000 ou 2000 personnes qui font un groupe de combat. Bon. Donc, et pourquoi? Parce que les nouvelles appartenances de nos sociétés, elles sont essentiellement liées au lieu, et donc à la nature, au lieu, à la commune où on habite, à la proximité, et puis au corps. Est-ce que je suis un homme, une femme, blanc, noir, né au Maghreb, né en France, de parents bretons, etc. Est-ce que je suis musulman, frisé, etc., pas frisé? Donc, le corps est devenu un lieu d'appartenance. Tous les débats qu'on a en ce moment sur les groupes, à l'UNEF, tout ça, ça montre bien que parfois avec des dérives, mais que la question, c'est comment, au fond, on se reconnaît parce qu'on a des corps qui se ressemblent, et qui ont la même histoire. Nous, moi, je suis un corps qui descend d'esclaves, toi non, etc. Comment on fait pour avoir un commun de projet, puisqu'on n'a pas la même origine, bon, à ce niveau-là, du rapport à l'esclavage, par exemple. Et c'est la même chose sur les lieux. La montée du sentiment d'appartenance, etc. Et puis, la montée du fait qu'on vit des vies discontinues. Et on vit des vies discontinues dans la lutte. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, je concluais l'Assemblée générale de la Croix-Rouge, et je leur disais, faites attention. Vous avez été solidaires depuis que vous êtes petits. Souvent, la Croix-Rouge, en plus, ils viennent souvent des mouvements catholiques, donc ils ont été petits, élevés comme ça toute leur vie et tout. Je leur dis, mais vous allez de plus en plus avoir des gens qui, leur couple se défait, ils sont désorientés, bon, ils viennent, et puis pendant 2-3 ans, ils sont là, militants, sympas, adhérents, et en gros, ils se disent, je me fais du bien en faisant du bien aux plus fragiles. On le voit très bien au Resto du Cœur. Une partie des gens viennent comme ça, et puis après, ils s'en vont. Ils ont reconstruit un couple, ils ont un nouveau projet de vie, ils ont créé une petite entreprise, ils ont trouvé un nouveau boulot, et ils disparaissent. C'est-à-dire qu'on est dans une société de discontinuité. Mais quelque part, c'est un garant de liberté. C'est pareil que nos vies sentimentales, hein, puisque en gros, à Paris, un mariage sur 2 est fait avant 5 ans. Et en moyenne, en France, 60% des enfants naissent hors mariage. Le mariage est devenu une activité secondaire. Bon. Et en plus, à peu près 20-25% des enfants vivent entre deux ménages. Je pense que cette pandémie va accentuer ce pourcentage. Donc, il ne faut pas considérer la discontinuité comme un échec, mais je pense que c'est un progrès de la liberté. Et que si on le regarde comme un progrès de la liberté, on se dit, bon, d'accord, mais comment on fait avec ça? Les gens, ils sont ponctuels. Donc, effectivement, ils s'engagent plus. Ils se battent contre tel projet, et puis après, ils s'en occupent plus. Et puis après, ils partent à autre chose. Alors qu'avant, on se serait dit, bon, ce sont des jeunes, regardez comment ça se passait souvent, où vous aviez les jeunes qui se structuraient, les mouvements de jeunesse, il n'y a plus personne dans les mouvements de jeunesse. Donc, si vous voulez, mais en même temps, il y a plein de gens dans les associations. Ce n'est pas du tout que les gens sont égocentriques, c'est qu'ils s'occupent de leur école, de leur quartier, de forme des maraudes, etc. Donc, ils font des choses comme ça, mais ils ne les font pas de la même manière. Et moi, je pense fondamentalement que la politique telle qu'on l'a connue, avec des grands partis, des grandes forces, c'est terminé, c'est la période précédente, c'est un peu comme les grandes églises, c'est la période précédente. Il y a une remontée du religieux, comme dans toute société qui se dépolitise, le religieux reprend une certaine place, surtout qu'est arrivé en France une communauté musulmane où on n'avait pas vraiment réfléchi à lui faire une place. Il y a 4 à 5 millions de musulmans dans ce pays et qui ont effectivement le droit, comme les autres, à avoir des mosquées, des centres culturels. Voilà. Alors pour l'instant, bon, historiquement, on voit bien vous voyez, moi qui suis marseillais, il n'y a pas de grande mosquée à Marseille. Il y a quand même 150 000, 180 000 musulmans. On pourrait penser qu'une grande mosquée ne serait pas en soi un scandale. Mais on fait comme si ce n'était pas vraiment chez nous. Ils ne sont pas encore complètement arrivés, etc. Vous voyez, tous ces changements-là. Voilà. Mais après, comment on va refaire de la politique? C'est marrant, ce matin, j'étais à l'Assemblée nationale, enfin pareil que vous, avec Parlien, la commission des lois, et c'était leur question, c'est comment refaire de la politique? Et je leur ai dit, mais vous savez, la politique, pour beaucoup de gens, c'est un peu comme la mécanique de ma voiture. C'est-à-dire que ma voiture, tant que je ne lève pas le capot, je suis content. Si je lève le capot, c'est parce qu'il y a une panne. Les gens, la plupart du temps, si les services publics fonctionnent bien, si les trucs sont bons, en gros, ils vont voter une fois de temps en temps ou pas, mais en gros, ça ne les préoccupe pas. Et s'il s'agit de vraiment, c'est parce que ça ne marche pas. Si ça tombe en panne. Bon. Et on n'a pas envie de passer sa vie dans des réunions participatives, etc. Ce n'est pas vrai. Chaque fois qu'on le fait, ça marche un peu, puis ça s'arrête parce qu'on a d'autres soucis dans la vie. Et donc, si vous voulez, sur tout ça, on a une vraie réflexion à avoir. En plus, en France, on a multiplié les niveaux électifs, on a multiplié les élus, on a multiplié les élus de conseil général par 2, etc. Mais franchement, je pense que dans une société médiatique et numérique,
il faut qu'il n'y ait pas beaucoup d'élus, il faut que les gens les voient au poste, il faut qu'ils les connaissent. On peut pas, moi quand j'ai été élu dans ma vie, j'ai été élu à Marseille, j'étais conseiller municipal de Marseille, j'étais vice-président de la communauté urbaine. On était 563 élus sur le territoire. Comment vous voulez que les gens aient un sentiment d'identification à un élu quand on est 563? D'accord, il y avait 2 millions d'habitants, mais c'est pas possible. Donc, vous voyez, il y a tout un vrai débat sur comment on réorganise notre démocratie dans une société de mobilité où les gens n'arrêtent pas de se déplacer, dans une société numérique. Et juste là-dessus, dans mon dernier livre qui vient de sortir, qui va se rendre libre dans 15 jours, j'ai fait une proposition, vers ce qu'elle donne. Je propose qu'on donne 2 voix à chaque citoyen aux élections communales, de façon à ce qu'on vote là où on travaille et là où on habite. Et que du coup, ça changerait énormément la physionomie des territoires. Prenez Paris. Paris, il y a 700 000 Parisiens qui travaillent dans Paris sur 2 millions d'habitants. Mais il y a 1 million de salariés qui y viennent tous les jours. Si ce million de salariés avaient des voix, vous croyez que la ville serait gouvernée de la même manière? Alors, je prends Paris pour fâcher personne, puisqu'on est dans l'Hérault. Mais ça serait pareil à Montpellier, ou ça serait pareil même dans certains villages. Et donc, si vous voulez, toute cette question de dire, est-ce qu'au fond, celui qui travaille ne peut pas aussi participer à l'espace démocratique? Parce que sinon, on se déplace tellement. On fait 50 km par jour en France, par adulte, en moyenne, 55 maintenant. Mais qui connaît les limites de son canton? Qui même connaît les limites de sa commune? Donc, si vous voulez, les élus vivent dans un monde qui sont les seuls à vraiment connaître. Et donc, ils sont de plus en plus déconnectés des gens, même s'ils sont pleins de bonne volonté, dévoués, souvent ils sont adorables et tout. Moi, j'ai été élu, j'ai rien contre les élus, c'est pas du tout ça. Mais franchement, ils vivent dans un monde décalé. Et donc, les gens, ils se déplacent, ils voyagent, ils réfléchissent pas par commune. Il y a des choses qu'ils veulent trouver dans le proche, mais quand les gens vous parlent du proche, ils ne vous parlent pas de la commune. Ils vous parlent du proche, c'est-à-dire de ce qui est à 10 minutes de chez eux. Mais c'est rarement une commune. C'est soit un quartier, soit une zone autour d'un bourg, soit, en gros, si j'allais dire, c'est la carte scolaire des collèges. On pourrait presque dire c'est la carte scolaire des collèges, beaucoup plus que la commune. Donc, vous voyez, on est là face à des problèmes qui sont devant nous, mais qui vont nécessiter une nouvelle réflexion sur la politique. Les jeunes ne font pas de la politique comme les autres. Vous savez, moi, j'étais en 68. Je me dis heureusement qu'on ne m'a pas enregistré. Qu'est-ce que je veux dire comme connerie quand je montais sur la table dans mon lycée? J'étais élu chef des élèves. Bon, je crois que c'est un peu pareil pour chaque génération. Ce qui compte, c'est que les jeunes se bougent, s'engagent, etc. Après, petit à petit, ils apprennent la vie. Mais ils ouvrent des portes. En ce moment, ils sont en train d'ouvrir des nouvelles portes avec des nouvelles manières de faire. Et notre problème, c'est simplement de les regarder ouvrir les portes et on verra bien ce qu'ils en font. Merci. Le travail, c'est génial, mais en même temps, notre société cultive un chômage de masse et un mal-être identifié et nommé burn-out. Comment analysez-vous ces 2 écueils? Alors, si vous voulez, le burn-out, ça va être renforcé par le télétravail. Je crois qu'il faut bien voir qu'on a une densité de travail dans le télétravail. Le grand problème de la France, c'est qu'on passe sa vie en réunion, où on passe sa vie à la machine à café. Et quand on enlève la réunion à la machine à café, on est beaucoup plus productif, mais d'abord, humainement, on perd souvent beaucoup. Et puis, surtout, il n'y a pas de limite. Donc, le burn-out est un vrai souci. Il ne faut pas le sous-estimer. Je pense que le télétravail va le renforcer. Donc, ça va nous poser un vrai problème d'un côté. De l'autre côté, effectivement, on a un sous-emploi qui est effectivement important, qui est d'ailleurs souvent lié à une sous-qualification. Et au fait, si vous voulez, qu'on a laissé partir un tissu industriel parce qu'il était moins productif, on va dire les choses comme ça, notamment parce que les populations salariées étaient peut-être mal formées ou qu'effectivement les entreprises n'étaient pas assez innovantes d'un point de vue technologique. Et du coup, on s'est retrouvé avec une population, si vous voulez, sans emploi, mais qui avait des compétences peu utilisables dans le marché du travail tel qu'il naissait. Donc, ça nous remet aussi la question que le problème de la formation tout au long de la vie est absolument central, qu'on l'a sans doute mal appréhendé, y compris la formation. Vous voyez, moi, j'étais très favorable à la mesure de diviser par 2 les cours préparatoires, y compris après, il faut évaluer. Peut-être qu'on va dire que ce n'est pas la bonne solution, mais l'idée était intéressante. Mais après, il faudrait faire une évaluation sérieuse pour voir si vraiment ça a permis aux gamins de plus démarrer, surtout dans les milieux populaires. Et donc, si vous voulez, je crois que sur tout ça, il faut faire attention. La France est un pays, c'est le pays le plus redistributif au monde avec la Suède. On a à peu près 50% du PIB qui est redistribué. C'est absolument inimaginable. Aux États-Unis, c'est 30%.
Je prends un exemple parce que quand on parle du plan Biden et on compare le plan Biden, il faut dire, attendez, en France, on redistribue 50% du PIB. Aux États-Unis, 30%. Donc, quand Biden met 4 000 milliards sur la table, ben, en gros, c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc, si vous voulez, ce n'est pas aussi innovant que ça, ou disons qu'il applique le modèle européen à son pays. C'est pour ça qu'il faut avoir ça dans l'idée. Je pense aussi que si on a perdu autant dans l'industrie, c'est parce qu'effectivement, ce modèle social se propose essentiellement sur le travail, sur le financement proportionnel au travail. Et donc, si vous voulez, ça a fait partir énormément d'entreprises. Et donc, si vous voulez, il faut poser toutes ces questions ensemble dans une société qui est en général peu formée en économie et où on dirait toujours qu'il y a toujours de l'argent partout. Oui, on peut toujours trouver des riches qui en ont trop, ça je suis assez d'accord. Mais le fond du problème, il n'est pas là. Le fond du problème, c'est qu'effectivement, comment on intègre un mode de vie très protégé dans une économie mondialisée et comment effectivement on se mobilise pour la transformation de ce modèle, c'est-à-dire pour qu'il reste protégé, ce qui est un des grands atouts, mais visiblement cette protection n'empêche pas qu'il y ait de la pauvreté. Donc quelque part, elle ne touche pas vraiment son objet puisque la pauvreté ne recule pas. Bon, dans certains secteurs, elle augmente. C'est d'ailleurs pas tellement qu'il y a plus de pauvres, c'est que les pauvres sont plus pauvres. Parce que vous savez, on donne des seuils de pauvreté, mais la question, c'est bien sûr, c'est le seuil, c'est intéressant. Mais le problème, c'est vous êtes à quelle distance du seuil? Si vous êtes juste sous le seuil ou si vous êtes absolument à l'autre bout de l'échelle. Et en France, on a plutôt ce type de problème. Après, on est dans un pays de plaintes, de victimation. Tout le monde se plaint tout le temps. Et je pense, si vous voulez, qu'il ne faut pas se cacher. On est le seul pays du Conseil de sécurité à ne pas avoir produit de vaccin, alors qu'on se croyait un grand pays de la santé et de la pharmacie. Alors, à un moment, si on ne se dit pas, attendez, il se passe quelque chose de grave, la France, qui était un grand pays, effectivement, n'a pas été capable de produire un vaccin. Donc, je veux dire, il faut faire, c'est quand même, à mon avis, une alerte qui devrait nous faire réfléchir pour transformer notre société, mais ça ne va pas être facile parce qu'on va difficilement être d'accord les uns avec les autres à court terme. Autre remarque et question. Vous faites le constat dans vos écrits de l'importance du temps dégagé pour la vie privée. Notre modernité, c'est la privatisation individuelle du temps. Le travail ne doit pas nuire aux autres activités. Comment, selon vous, les jeunes investissent-ils le travail et l'intérêt collectif? Mais si vous voulez, alors, bon, pour donner 3 chiffres, si vous voulez, on travaille à peu près 60 à 70 000 heures dans les sociétés européennes, dans une vie, et on vit à peu près 700 000 heures. En gros, vous avez droit à la retraite à 65 000 heures de travail. Bon. Donc, ça veut dire qu'en gros, vous travaillez 10% de votre vie sur Terre. Bon. Si vous prenez à l'époque de Napoléon, on estime qu'on travaillait à peu près 50 à 55% de sa vie sur Terre. Alors, vous voyez, pour avoir je prends Napoléon puisqu'on a fait son 200e anniversaire. Bon. Ça veut dire qu'on est dans des sociétés où la part de travail consacrée effectivement au travail représente à peu près 10% de l'existence. Bien. Pourquoi? D'une part, parce que, évidemment, on a allongé les études, d'autre part, parce qu'on a inventé la retraite, et troisièmement, parce qu'on a inventé les week-ends, etc. Et qu'on a tellement augmenté la productivité du travail qu'effectivement, on arrive à produire de la richesse avec ce modèle, qui était en gros celui qu'évaluait Keynes dans ses travaux dans les avant-guerres. Donc, ça, il faut l'avoir dans la tête. C'est aussi parce qu'on a augmenté l'espérance de vie d'une vingtaine d'années depuis la guerre. C'est inimaginable dans l'histoire humaine, si vous voulez, puisque, en gros, on estime que la vie avait augmenté de 20 ans en 2000 ans. Et puis là, nous, on a su la faire augmenter de 20 ans en 50 ans. Donc, si vous voulez, on est là dans un processus. Et au niveau mondial, hein, puisqu'au niveau mondial, on est passé de 59 ans d'espérance de vie à 69 ans. En France, on est au-dessus de 80 ans en Europe, dans les pays développés. Mais partout, ça augmente à cause du progrès des médicaments, etc., etc. Et donc, si vous voulez, là, on est sur un modèle de temps qui est complètement différent. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, le lien social est lié au temps libre aujourd'hui. Avant, il était à l'église, après, il était en politique. Pourquoi? Parce que l'essentiel des temps libres n'est pas régulé par les rapports de force sociaux. Je veux dire que autant le rapport dans l'entreprise qui construisait le temps social depuis la révolution industrielle, il était au fond le cœur du temps collectif dans ces affrontements. Mais nous, dans une société où le travail ne représente que 10% de votre temps, ça veut dire que le reste du temps, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, vous n'avez pas les mêmes affrontements. C'est pour ça que la société, elle s'archipélise, parce qu'il y a des gens pour qui le plus important, c'est la chasse. Il y en a 1,2 million. Il y a ceux qui vont au théâtre, c'est un autre groupe. Il y a ceux qui vivent dans la ville. Il y a ceux qui circulent en vélo dans Montpellier, etc., etc. Vous avez des groupes comme ça qui ont en fait des enjeux complètement différents. Et donc, on a une société extrêmement en archipel. C'est pas forcément dramatique, mais il faut la regarder dans ces fonctionnements-là qui permet que vous avez des groupes complètement différents. Et donc, si vous voulez, c'est ça qui vient de ce temps qui s'allonge
et de cette disponibilité au temps, et y compris d'ailleurs du fait que les études, c'est une façon de vous permettre de vivre ce temps libre. Parce que les études ne mènent pas qu'au travail, évidemment. Les études mènent à la culture, à l'intérêt pour le théâtre, à l'intérêt pour le voyage, etc. C'est-à-dire que dans les études, il y a la fabrication d'un honnête homme, on va dire, et cet honnête homme qui a beaucoup de temps, ben, il peut le passer à consommer de la bière devant la télé, ou il peut se passer à lire, il peut se passer à se cultiver de différentes façons, à découvrir le monde, à créer. Regardez, par exemple, là, il y a 6 millions de Français à peu près, on estime, qui ont écrit un livre pendant la pandémie. 10% des Français ont écrit un livre, pas 6 millions parce qu'il n'y a pas les enfants. Donc, si vous voulez, bon, ça c'est énorme. Le développement pendant la pandémie, on a augmenté de 20% les ventes de guitares. Donc, on n'a pas arrêté de développer les pratiques amateurs chez les particuliers, de peinture, de musique, de chant. Mais peut-être il y a 30 ou 40% des Français qui ont développé des pratiques amateurs. Vous voyez, moi, c'est des phénomènes qui me passionnent parce que quand on parle de la culture, moi, je pense d'abord à ça. Moi, le moment que je trouve le plus génial dans une commune, c'est le spectacle de fin d'année où il y a toutes les familles, tous les enfants. Finalement, c'est le grand événement culturel qu'on ne célèbre jamais. Mais pour moi, c'est souvent plus important que les grands théâtres. Au-delà de l'État, les corps intermédiaires ne sont-ils pas rejetés par les jeunes avec l'horizontalisation de la société et des communautés factices, drainant des valeurs relatives, réseaux sociaux par exemple? Non, mais ce qui est vrai, si vous voulez, d'abord, c'est vrai de façon générale, et je pense qu'en plus, la France est un pays profondément bureaucratisé, avec beaucoup. Vous donnez un chiffre. Dans la santé en France, vous avez 30% de gestionnaires dans les hôpitaux pour 70% de soignants. En Allemagne, j'avais 20% de gestionnaires pour 80% de soignants. C'est qu'un exemple. Mais ça veut dire que les 20%, il y a 10% de plus qui ne soignent pas. Et puis surtout, pour légitimer leur existence, ils n'arrêtent pas de demander aux gens de faire des projets, des programmes, de rationaliser, l'analyse des coûts, etc. Puisqu'il faut qu'ils légitiment l'importance de leur gestion. Et donc, ça prend du temps aux soignants deux fois parce qu'ils sont moins nombreux, une fois parce qu'ils sont moins nombreux, et une autre fois parce que sans arrêt, il faut qu'ils fassent des rapports, des projets, etc. Bon. Donc, la société française s'est complètement engluée dans ce modèle à cause de son système éducatif, à cause de sa valorisation de grandes écoles comme l'ENA, et je me suis beaucoup battu pour la suppression de l'ENA, et j'étais très satisfait du résultat de cette opération. Donc, si vous voulez, là-dessus, il y a toute une question qui est tout à fait vraie. Après, la perte de confiance dans la sphère publique est en France très forte. Bon, je vous ai dit, c'est pas vrai vis-à-vis des entreprises, c'est pas vrai vis-à-vis de l'école, et c'est souvent pas vrai vis-à-vis des maires, des petits maires. Donc là, on a un vrai problème parce que, d'abord, on n'arrête pas de réformer sans le faire vraiment. La carte politique, on la travaille depuis 50 ans, on rajoute les régions, on rajoute les communautés de communes, on rajoute des tas de trucs, personne n'y comprend plus rien. Il y a de plus en plus d'élus, mais on les connaît de moins en moins. Donc, on s'est complètement éloigné du modèle démocratique. Et puis, si vous voulez, donc ça, il y a tout ça qui fonctionne. Et puis, c'est vrai que pendant cette pandémie, excusez-moi, ça se voit quand vous mettez un an pour que les tests dans les pharmacies soient validés, alors que ça fait un an qu'ils les utilisent aux États-Unis, vous vous dites qu'il y a quand même quelque chose de bizarre, quoi. Bon, donc ça s'est extrêmement vu. Alors, comment les jeunes sont différents là-dedans? Je ne sais pas très bien. Les jeunes, si vous voulez, ils rentrent forcément ils sont neufs dans un monde. Donc forcément, ils s'affrontent à ce monde. Ce monde, il n'est pas comme il veut puisqu'ils n'ont pas encore leur place dedans. Ils la cherchent. Donc par définition, ils se font une place. Ils se font une place en bougeant. Ils se font une place en. Et puis les choses qui pourraient, prenez la drogue par exemple. Il y a 223 000 emplois à peu près dans le trafic de hache en France. C'est un des plus grands secteurs économiques. Bon. On a un discours adulte très anti-drogue. Mais chez les jeunes, c'est un phénomène de masse. Donc, comment on fait? On est où là? Je veux dire, est-ce qu'on est dans cette société-là ou est-ce qu'on est dans une société d'ordre? Bon, comment on affronte sur tous ces sujets? Vous voyez, c'est extrêmement compliqué. Moi, je pense que les jeunes, ils vont rentrer en faisant des groupes, en faisant. Moi, je trouve qu'en gros, bien sûr qu'ils ont des groupes d'appartenance, ils ont des communautés, ils sont très dans la sphère numérique. Ça, c'est vrai. L'essentiel de leur culture est numérique, alors que l'essentiel du monde de la culture refuse le numérique. Quand on dit, vous voyez, pendant la pandémie, plusieurs fois, je suis intervenu en disant, mais écoutez, les théâtres, vous n'avez qu'à mettre votre spectacle sur Internet. Ah non, 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 nous, s'il n'y a pas de public dans la salle, on ne peut pas jouer. Je le comprends, mais le foot l'a fait. D'accord, c'était pas pareil. Hein. Je reconnais qu'un match de foot à l'OM avec du public, c'est pas pareil que sans public. Moi qui suis Marseillais. Mais n'empêche que, c'est-à-dire que si on ne comprend pas que les jeunes vivent dans un monde numérique, et donc il faut faire rentrer du contenu dans ce monde numérique-là. Si vous voulez aller à l'opéra, vous verrez tellement de jeunes que ça. Allez au théâtre. Bon. Donc comment est-ce qu'on fait rentrer les jeunes dans cette sphère numérique? C'est ça la vraie question. Et comment on fait rentrer la culture, dans la sphère numérique des jeunes? Et si vous voulez actuellement, le monde de la culture, on ne sait, il l'a pas encore. Il se pose rarement cette question.
Or, je pense qu'après cette pandémie, ça renforce cette question. Oui, on peut se cultiver sur le numérique. Oui, on peut y rencontrer l'art. Oui, on peut y rencontrer la création. Mais il faut l'y mettre. Et donc, la question, c'est pas forcément de vouloir tirer les jeunes de leur monde, c'est de faire rentrer des choses dans leur monde. Parce qu'après, le monde numérique, c'est un monde de groupes fermés. On a bien vu au moment des Gilets jaunes, de groupes fermés qui, du coup, se convainquent. Ils ne vont sur des groupes que parce que les gens leur ressemblent. Si vous ne discutez qu'avec des gens qui vous ressemblent, c'est plus le modèle démocratique. Le modèle démocratique, c'est justement d'essayer de trouver des consensus avec des gens différents. Mais le monde numérique, c'est l'inverse. C'est un monde, effectivement, de gens qui s'associent parce qu'ils se ressemblent. Donc là, on a un vrai problème. Mais donc, il faut qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on met dans le monde numérique, comment on s'y adresse aux jeunes, comment on les met face à la création, comment on les met face à l'innovation, comment on les met face à la mémoire, à l'histoire. Et là, il y a un énorme boulot. Et on a bien vu d'ailleurs que l'éducation nationale, c'est quand même le seul employeur qui ne paie pas d'ordinateur portable à ses salariés. C'est quand même extraordinaire. Je veux dire que les profs, on leur a dit de faire des cours en télétravail, mais qui paye l'ordinateur portable du prof? Le prof. C'est une des très rares entreprises à être sur ce modèle, peut-être légèrement dépassée. Vous écrivez que la jeunesse, comme nouvel âge, est née des effets de la Seconde Guerre. Quel est selon vous l'apport majeur de la crise Covid pour les jeunes? Y aura-t-il une identité plus forte de cet âge ou une plus grande diversité? Ça, je ne sais pas encore. Ce qui est vrai, si vous voulez, c'est que l'idée de jeunesse est née après 1945. Hein. La première fois la jeunesse a vraiment occupé l'espace public, c'est mai 68. Hein. Où d'un coup, dans le monde entier, parce que c'était la génération des jeunes soldats qui partaient au Vietnam, c'était juste après le fait que les jeunes Français soient partis en Algérie. Et effectivement, moi, je fais partie de la génération qui a refusé de faire son service militaire, etc. Mais c'était juste après l'Algérie, c'était pendant la guerre du Vietnam. Donc, si vous voulez, là, il y a eu une forme de révolte de cette jeunesse parce qu'elle a compris qu'elle était un groupe social. Elle a compris qu'elle avait, du fait qu'on a allongé les études et qu'on a diminué le temps de travail, ils avaient un commun qui s'était élaboré, notamment à travers la musique. La musique qui a été un grand vecteur d'uniformisation de la jeunesse, le vêtement, le costume. Bon, le débat sur les pantalons pas de dev, sur les mini-jupes, etc., y compris la mini-jupe, le rapport à la sexualité, le débridage de la sexualité, ou du moins l'affichage de la sexualité, parce que je ne suis pas sûr que c'était si différent dans les générations d'avant, mais ce qui est sûr, c'est que l'affichage était très différent. Et donc, la jeunesse se construit comme catégorie politique et catégorie sociale. Et alors, ce qui était particulièrement différent, c'est que dans les années 60, elle était en opposition avec leurs parents. Parce que c'était l'époque du gaullisme, c'était l'époque où, au fond, le pouvoir du père, du président, du patron était encore tout à fait hégémonique. Mais on n'est plus dans ces sociétés. L'affrontement entre les générations n'est plus au cœur des sociétés. Et les jeunes s'entendent souvent très bien avec leurs parents, les mamans avec leurs filles, elles discutent pilule, contraception à 15 ans. Enfin, je veux dire, on est dans une société qui a profondément changé à ce niveau-là. Donc, les jeunes, si vous voulez, d'ailleurs, on voit bien, ils s'affrontent à quoi? Quelque part, ils s'affrontent à l'histoire. Et quand vous voyez bien leurs manifestations sur l'urgence écologique, c'est même difficile. Vous voyez, hier soir, j'étais à la Cité des Sciences et on discutait justement, ils font une grande exposition qui s'appelle Renaissance à Paris. Et il y avait des jeunes là qui ils me disent oui, dans 10 ans, si on n'a pas tout changé, on ne va pas sauver le monde. Et en plus, vous n'avez jamais rien fait. Je dis, mais attendez, la COP21, ce n'est pas vous qui l'avez inventé. C'est vrai que je ne dis pas que les choses peuvent aller beaucoup plus vite. Ça, je suis assez d'accord qu'on pourrait aller plus vite. Mais en même temps, on ne peut pas dire que le monde n'est pas en train de se lancer dans la bataille contre le réchauffement climatique. On peut avoir différentes analyses, et puis dire que dans 10 ans, le monde sera défait. Enfin, je veux dire, on ne peut pas dire des choses comme ça. Les sociétés, si vous voulez, mais ce sentiment d'urgence qu'ont les jeunes, ce qui est le propre de la jeunesse, évidemment, on a toujours eu ce sentiment d'urgence quand on était jeune. Actuellement, je pense que ma génération, on a porté contre nos parents, et la génération d'aujourd'hui, le pond sur la question du climat. Donc, les sujets ne sont pas les mêmes, si vous voulez. Mais en gros, le fait d'être jeune est peut-être le même, mais après, les sujets de tension ne sont pas les mêmes, et je crois que c'est ça qu'on peut répondre à cette question. Les jeunes acceptent-ils la mixité intellectuelle en acceptant le débat et en ne considérant pas l'autre qui pense autrement comme un ennemi? Ils ne sont pas les seuls à refuser le débat. Je veux dire qu'on est une société où on ne sait plus faire de consensus. Je crois qu'il ne faut pas s'en cacher, mais les adultes non plus. Je veux dire, il y a plein de gens avec qui vous ne pouvez pas discuter. Je veux dire que la montée, regardez aux États-Unis, c'est encore pire. Entre les démocrates et les partisans de Trump, mais les mecs dans les mêmes familles, ils se mettent dans la figure, ils ne peuvent pas se parler. Donc, je pense qu'on est dans une époque
d'immenses changements, parce qu'on est à la fin des sociétés industrielles et à l'émergence des sociétés numériques. C'est un basculement absolument gigantesque des imaginaires, des techniques, des niveaux de vie. Regardez les richesses, elles sont dans le numérique, elles ne sont plus dans le pétrole, etc. Bon. Et donc, on est dans une période de rupture terrible et du coup d'affrontement. Et c'est vrai qu'on a une période de haine, on a une période de mépris, on a une période qui n'est pas facile à ce niveau-là. C'est vrai que quand on regarde, mais c'est aussi parce qu'on a une période, vous voyez, où au fond, on se mélange. Quand on dit souvent, par exemple, les débats à la Chambre, il y a un siècle, c'était tellement bien, quand on relit les comptes rendus, oui, c'est vrai. Parce que d'abord, les femmes ne votaient pas, il y avait beaucoup moins d'électeurs, ils étaient socialement extrêmement homogènes. Donc, je dirais qu'on était entre soi. Aujourd'hui, on est dans des sociétés beaucoup plus démocratiques où les femmes ont leur vote, c'est la moindre des choses, il n'y a pas eu longtemps. Et effectivement, et les jeunes s'en saisissent d'ailleurs très peu, ils votent très peu. Si vous voulez être élu, vous intéressez aux jeunes, ça peut rapporter parce que vous pourrez attirer leurs parents ou leurs grands-parents. Mais en gros, les jeunes, ils vont venir à vos meetings, on dit, ah ouais, ils sont sympas, ceux-là, mais ils n'iront pas voter pour eux, ils ne votent pas. Donc, si vous voulez, c'est compliqué. Tout ça, ça fonctionne. C'est vrai qu'on est dans une société de tension, je pense, parce qu'on a une société de changement, parce qu'on a une société de mobilité, parce qu'on a des sujets extrêmement durs. Il y a un rapport à l'autorité qui s'est extrêmement défait. Quand vous voyez le policier assassiné à Avignon, pour une connerie, enfin, je veux dire, un trafic de petits shit, de petites drogues, enfin, je veux dire, c'est inimaginable. C'est-à-dire que les gens s'autorisent à tirer sur la police comme si elle n'était pas justement le garant de notre sécurité, quoi. Et je pense qu'il y a toujours eu ces événements, mais d'habitude, je dirais, c'était le grand banditisme. Là, il y avait des enjeux gigantesques, mais là, ça doit être une espèce de dealer de coin de rue. C'est inimaginable. L'enjeu, c'est quoi l'enjeu? Je veux dire, il est mineur. Je dirais ça vaut pas, rien ne vaut une vie, mais enfin ça c'est particulièrement absurde de tuer un père de famille qui voulait choper un petit dealer au coin d'un trottoir. Donc si vous voulez, on est là à un moment, il y a des formes de violence, effectivement, mais en même temps, si vous voulez, je dirais que tout ça, on le voit beaucoup à cause du monde numérique dans lequel on est, à cause des chaînes d'infos en continu. Chaque fois qu'il y a une fête avec 300 gamins pendant la pandémie, on a tellement tourné en boucle qu'on aurait dit qu'il y avait 3 millions de personnes dans la rue. Faut aussi se dire que cette société est hystérique à cause de ces systèmes de communication. Moi, si j'ai un conseil à vous donner de temps en temps, c'est couper les médias pendant une semaine et vous allez aller beaucoup mieux. Alors, justement, le mail et les jeunes, est-ce l'outil qui fait mouche chez les jeunes? Oui, le mail, mais l'ensemble de la sphère numérique. Ils vivent la culture dans le numérique, tout. Là, l'école est rentrée dans la sphère numérique. Je pense que les jeunes, ils trouvaient ça normal. Alors, si c'est tout le temps, non. Mais je pense que ça modifie leur rapport au réel, les générations. Et ils lisent beaucoup. Faites attention, le numérique, c'est de la lecture. C'est-à-dire qu'ils lisent plus qu'on ne lisait. C'est pour ça que c'est toujours hyper compliqué. Après, parce que le numérique, c'est beaucoup du texte. Et donc, tout ça, ça fonctionne. Mais simplement, on a changé de système de communication. Le monde numérique est devenu le premier lien. Donc, forcément, c'est une influence sur la culture. Et donc, les jeunes, évidemment, ils commencent la vie avec ça. Maintenant, les gamins, à 2 ans, ils sont déjà sur leur numérique. D'ailleurs, il faut qu'on apprenne à les réguler, etc., pour pas qu'ils le fassent trop. Donc, forcément, ça modifie leur rapport au réel. Mais après, ça ne le hiérarchise pas. Il n'est pas mieux ou moins bien. Il est simplement différent. Ils ont une information extraordinaire. Ils sont liés à des gens qui n'habitent pas à côté. Ils ont des structures de réseau qu'on n'avait pas aidées dans un village où, par définition, on se connaissait à moins de 2 km. Donc, si vous voulez, on est là dans tout ça. Et en même temps, c'est un monde qu'on n'a pas régulé et on a laissé le monde numérique être une véritable jungle. Enfin, je veux dire, ce qui se passe avec les GAFA est inimaginable. Mais on voit bien qu'on va le casser. Les 10 ans qui viennent, je vous garantis que ça va casser les GAFA parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Et ils étaient tellement sur un discours libertaire. Ah ben nous, il n'y a pas de règles, tout est ouvert, c'est absolument parfait, tout le monde peut s'exprimer, c'est la grande liberté. La grande liberté, c'est pris en main par des réseaux pédophiles, par des réseaux divers. Et on est en train d'essayer de casser ça. Bon. Donc, si vous voulez, c'est la nouvelle période de bataille. Il va falloir réguler la sphère numérique. Je pense que ça va être le projet des 10 prochaines années. Mais c'est un enjeu essentiel, effectivement, pour avoir le fait que le monde artistique entre dans la sphère numérique, c'est un grand enjeu, et le fait qu'on régule ce monde numérique est aussi un grand enjeu. C'est malheureusement les systèmes totalitaires chinois qui ont commencé, mais ça, c'était pour s'approprier le pouvoir du numérique. Je pense que nous, il faut qu'on invente une façon de faire très démocratique, mais quand même qu'il y ait une régulation. Que pensez-vous de la question du délit d'initié informationnel en termes d'études pour les jeunes? Pardon? Je n'ai pas compris la question. Que pensez-vous de la question du délit d'initié informationnel
en termes d'études pour les jeunes? Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. Bon, peut-être que la personne pourra préciser son attente. Je vous pose la question suivante. Pour pallier au désamour des jeunes vis-à-vis des institutions, comment ces institutions pourraient-elles intervenir autrement? Une contribution au tiers-lieu pourrait-elle être une idée? Quelles autres idées innovantes? Merci pour votre éclairage. Ben, si vous voulez, de toute façon, le propre des jeunes, c'est de monter en s'affrontant. C'est normal, hein. Il ne faut pas non plus s'affoler. Je veux dire, c'est la règle du jeu. Il faut être ferme sur ses positions. Il faut affirmer l'importance de l'école, l'importance de la démocratie, l'importance de l'égalité entre les hommes et les femmes, le rôle absolument central du respect de la nature. Je veux dire, c'est à nous aussi, aux générations précédentes, de ne pas hésiter tout le temps sur un certain nombre de fondamentaux. Regardez comment la démocratie représentative, on a hésité, on a multiplié, on dit qu'il faut la rendre participative, etc. Oui, pas forcément. Il faut surtout être tranquille sur ses positions. Et puis les jeunes apprennent, grandissent, s'affrontent, déplacent. Il faut les écouter. On n'est pas là pour leur donner de leçons. Je crois qu'il y a, si vous voulez, là-dessus, il y a une règle éternelle, quoi. C'est qu'on est très très vite des vieux cons, pour le dire comme ça. Et donc il faut qu'on fasse extrêmement attention à ça. Voilà, moi j'ai un peu tendance à répondre comme ça, si vous voulez, à cette question. Et après, ces jeunes, ils sont très engagés. Regardez pendant la pandémie. Les retraités n'ont plus pu faire les maraudes, tout ça, parce qu'évidemment, c'était beaucoup trop dangereux pour eux. Mais partout, ils ont été remplacés par des jeunes. Et qui est des jeunes étudiants, des jeunes pas étudiants, etc., y compris parce que ça leur faisait plaisir de se retrouver une bande de copains à faire des maraudes, parce que sinon ils s'ennuyaient à mourir, mais aussi parce qu'ils étaient contents de rendre service. Mais les deux sont inséparables. C'est pas parce que ça me procure du plaisir qu'il ne faut pas le faire. Si ça procure aussi de la joie aux autres, profitons-en. Mais sur tout ça, il faut en permanence regarder. Et ce que je trouve, c'est qu'on ne regarde pas assez le fait que, vivant dans un monde beaucoup plus numérique, ils ont des enjeux qui ne sont pas les mêmes. Ils ont un rapport au travail qui est différent. Regardez le retour de tous les métiers, des choses qu'on travaille du bois, de l'artisanat. Je pense aussi tout ce qui se passe en agriculture, du maraîchage, du rapport aux animaux, etc. Il y a là plein de sujets complètement passionnants sur la qualité de vie et ils sont très porteurs. Et donc là, on a des vrais soucis, si vous voulez. Et peut-être que notre outil éducatif est un peu archaïque et un peu pas adapté à tout ça. Est-ce qu'on apprend aux jeunes à travailler le bois? Est-ce qu'à l'école, on leur fait de la couture? Est-ce qu'on leur apprend le tricot? Est-ce qu'on leur apprend à peindre un mur? Est-ce qu'on leur apprend... Oui, j'ai l'impression que toutes ces choses du réel, au fond, de la pratique, ont été sorties de l'école. Moi, quand j'étais à l'école, j'avais des cours de cuisine, j'avais des cours de bois, j'avais des cours de soudure, parce qu'on considérait que, bon, un jeune dans les lycées de l'après-guerre, on considérait que faire ça, c'était utile, quoi. Et nous, on a enlevé tout ça, après on dit, mais il n'y a personne dans les lycées techniques. Peut-être qu'il faut qu'on revienne à comprendre que oui, les jeunes, ils ont envie de savoir travailler avec leurs mains, ils ont envie de savoir monter un mur, ils ont envie de savoir travailler le bois. Vous voyez, l'autre jour, je concluais les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, qui est le grand truc des économistes, et à la fin, il y a un jeune qui se lève, qui dit, Monsieur Viard, quel conseil vous avez à me donner pour me diriger ma vie? Et je lui dis, mais écoutez, c'est très simple, vous êtes dans une très bonne université. Allez faire un CAP de plombier et après, vous serez à peu près armé pour affronter la vie. C'est-à-dire, aller complètement ailleurs, un métier qui va vous apprendre le respect du travail manuel, qui va vous apprendre un vrai métier, qui est celui de plombier, et qui va du coup vous donner une vision du réel différente de celle que vous avez eue dans cette université. Vous avez passé 4 ans dans une très bonne université à Aix-en-Provence. Voilà, essayez de travailler comme ça. Et je pense que il faut aller vers ce genre de choses, si vous voulez, parce que le monde de demain, on ne le connaît pas. Et il va changer d'une façon inimaginable. Donc le problème, c'est de donner le moyen aux jeunes de saisir un monde qu'on ne connaît pas. C'est difficile parce que ce qu'on enseigne, c'est toujours le monde de hier, par définition. On enseigne le monde qu'on a connu ou qu'on a appris dans les livres. Apprendre l'histoire, c'est déjà pas facile, mais c'est ça qu'on apprend. Alors on peut discuter, l'histoire évolue, mais bon. Et là, c'est de l'autre côté. Comment on apprend l'inconnu? Et souvent, on n'a pas ce sentiment qu'on a. Et les jeunes, ils ont compris que le monde de demain, il était inconnu. Et donc, il faut les armer pour évoluer dans un monde inconnu. Vous voyez, c'est un peu comme si on vous lâche dans une forêt, il y a des gens qui savent survivre et les autres, ils sont morts au bout de 2 jours. En ce moment, les jeunes ont des fois le sentiment qu'ils vont être très vite morts avec ce qu'on leur apprend. Vous voyez, il y a toutes ces réflexions qu'on doit avoir sur une idée peut-être différente de la formation de la jeunesse, de l'ouverture à ces questions. Je vous ai dit, former un jeune, c'est lui apprendre le voyage, l'amour, le travail et les écoles, pas seulement les écoles.
Alors, la personne qui avait posé la question sur laquelle vous n'avez pas répondu a précisé sa demande. Je vais peut-être relire la Allez-y. question. C'était celle-ci. C'était celle-ci. Ah oui. Donc, la question de départ. Que pensez-vous de la question du délit d'initié informationnel en termes d'études pour les jeunes? Cette question est donc précisée. Le système scolaire n'est-il pas inégalitaire, injuste et inefficace avec des talents qui ne s'épanouissent jamais car confrontés à un problème de réseau ou de fracture sociale, avec une éducation nationale monolithe, sans fenêtre, incapable de gérer la diversité? C'est en partie vrai, bien sûr, hein. On appartient à la fois à un milieu social, à un territoire, et puis effectivement à un système scolaire, et tout ça se chevauche. C'est vrai. Mais en même temps, si vous voulez, on a monté 80% des jeunes quasiment au niveau du bac. Donc, on a fait un énorme effort, si vous voulez. C'est pour ça qu'il faut toujours. Moi, quand j'ai eu le bac en 68, je crois qu'il y avait moins de 30% des enfants qui allaient jusqu'au lycée. Donc, si vous voulez, il y a ce modèle-là. Donc, quelque part, on n'a jamais été aussi proches les uns des autres. On n'a jamais autant regardé les mêmes médias, les mêmes télés, les mêmes films. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut écouter la même musique. Donc, il faut faire très attention. Les jeunesses, comme tous les groupes sociaux, sont moins distants qu'il y a 50 ans. Il y a 50 ans, entre un jeune d'un village et un jeune de la ville, ça n'avait rien à voir, ni en manière de s'habiller, ni en codes sociaux, ni etc. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je suis toujours très partagé sur ce genre d'analyse, même si je suis absolument convaincu qu'en permanence, il y a du boulot à faire pour effectivement, notamment parce qu'il y a des endroits plus pauvres qui sont très défavorisés, où les enseignants tournent tout le temps, les policiers, etc., les fonctionnaires, et au fond, le structuration du social est beaucoup plus faible, donc parce que les populations ne font que passer, les populations notamment de fonctionnaires. Donc, si vous voulez, on est à des déséquilibres, mais c'est vrai. Mais en même temps, une société, c'est des groupes différents qui s'affrontent, qui se heurtent. Moi, je ne crois pas aux sociétés. Vous savez, j'ai beaucoup fréquenté les sociétés communistes parce que j'étais l'éditeur de Václav Havel et des grands intellectuels dans l'Europe centrale à l'époque du communisme. Donc, ce n'est pas mon modèle non plus. C'est-à-dire, je pense, si vous voulez, qu'il faut essayer de booster pour essayer de diminuer les écarts. Il faut augmenter les chances, au fond, si vous voulez. Et ça, on a du boulot à faire. Et puis, donc, il faut plus brasser, ce qu'on essaye de faire dans les grandes écoles, mais de très très peu, enfin les grandes écoles. Il y a une année, à Polytechnique, il y a 2 lycées de France qui ont donné la moitié des enfants qui ont été pris à Polytechnique. C'est pas possible. Un qui était évidemment à Paris, c'était Henri IV, et l'autre qui était évidemment à Versailles. C'était le lycée privé de Versailles. Donc, si vous voulez, quand vous arrivez à une telle concentration, forcément, à un moment, vous avez des révolutions, parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je n'ai pas ma chance. Et c'est vrai, même si on a fait des efforts, c'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'en France, la séparation entre les grandes écoles et les universités est une catastrophe. Les universités sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus brassantes que les grandes écoles. Il y a aussi tous ces modèles. Donc, il faut continuer à avancer, je suis d'accord. Mais ne cassons pas quand même ce qu'on a fait. Et peut-être que d'ailleurs, en ce moment, le vrai sujet, c'est les petits-enfants. Et peut-être qu'en fait, c'est ceux qui vont à la crèche et ceux qui n'y vont pas. Peut-être qu'elle est là, la vraie différence, en fait. Ceux qui sont sociabilisés dès l'enfance, ceux qui sont sociabilisés dès l'enfance en français, et surtout dans un groupe. Et peut-être que c'est plutôt, moi, si j'avais le choix, je mettrais l'axe sur les maternelles. Je vous donne encore 10 minutes, après il faut que je me sauve. Oui, alors on a justement 3 questions, ce sera les dernières, si vous voulez bien. Allez-y. La crise a-t-elle re-questionné la place de chacun et le sentiment d'utilité? Une étude de la FEV a montré que les volontaires en service civique auraient mieux vécu les confinements parce qu'ils se sont sentis utiles. Qu'en pensez-vous? Mais je suis sûr que c'est vrai. Je suis absolument convaincu que c'est vrai. C'est-à-dire que, si vous voulez, le fait, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le travail, on va de plus en plus avoir besoin de sentir son utilité sociale. Et donc, si vous voulez, l'échelle de la FEV, je les connais bien, je vais de temps en temps à leur congrès, et je veux dire, si vous voulez, c'est évident que c'est en apprenant aux autres. C'est le même principe dans les écoles quand on fait travailler les enfants avec un élève un peu plus grand qui explique aux plus petits. Le moment où on apprend le mieux, c'est quand on explique aux autres, hein. C'est tout le rôle à la fac, quand c'est bien fait, les étudiants de l'année d'après qui encadrent les étudiants de l'année d'avant, etc. Donc, si vous voulez, c'est bien en ayant le sentiment de son savoir et de son utilité
qu'on s'intègre et qu'on s'organise. Donc ça ne m'étonne pas du tout que les gens qui pendant la crise ont agi, etc., y compris, vous savez, les gens qui ont travaillé, les caissières, les chauffeurs, les médecins, bien sûr, ils ont surtravaillé, ils ont eu peur d'être malades, etc. Mais peut-être qu'ils sont beaucoup moins traumatisés par la pandémie, parce qu'ils ont été utiles, leur métier a été valorisé, on les a regardés, ils ont gagné du respect et de la fierté. Et donc, si vous voulez, peut-être qu'au fond, c'est eux qui digéreront le mieux la crise, et pas ceux à l'autre bout qui étaient en télétravail dans leur résidence secondaire. Donc, avant-dernière question. Comment analysez-vous l'utilisation du temps de cerveau libéré ou disponible? Oh, oui, ça c'est une expression qui vient effectivement de télé, ça, qui avait utilisé cette idée là. Mais moi, je crois que si vous voulez, une des grandes questions qu'il faut qu'on se pose, c'est la qualité du temps libre des populations. Je pense, vous voyez, par exemple, si vous prenez les vacances, moi je plaide pour qu'on fusionne les vacances et le tourisme, la culture et le tourisme, parce que je pense de plus en plus que c'est la même chose. Mais vous avez par exemple que 10% des Français qui vont au festival l'été. Donc je pense qu'il y en a un énorme problème. Ce n'est pas la durée du temps libre qui compte dans nos sociétés, c'est la qualité. C'est ce qu'on y vit, c'est les émotions qu'on y ressent, les choses qu'on y découvre, etc. Et je pense que là, on n'est pas très bon. C'est-à-dire qu'on s'est concentré sur la durée plutôt que sur le contenu. Et le monde de la culture, c'est souvent un peu replié dans une population aisée qui est consommatrice. Et je pense que là, on a un énorme travail à faire. On a beaucoup travaillé sur le départ en vacances, on est à 60% sur les temps libres et tout, mais pas forcément sur les contenus. Et je pense qu'il y a un vrai sujet. C'est pour ça que je dis qu'il faut fusionner tourisme et culture. Il faut faire du temps libre, au fond, une question sociale absolument centrale, et ça, la pandémie nous l'a bien montré. Et comment on multiplie les chances de chacun d'être confronté à des choses nouvelles, à des curiosités, à des événements. C'est pour ça que j'ai mis aussi le voyage dans les 4 fondamentaux de la jeunesse, avec les études, le travail et l'amour, parce que je pense, si vous voulez, que là, on peut être meilleur que ce qu'on est aujourd'hui. Et donc, en dernière question, quand on a un niveau de vocabulaire faible, donc peu de mots pour s'exprimer, on réagit par les coups plutôt qu'avec les mots. Et du coup, la violence prend toute la place, n'est-ce pas? C'est le problème numéro 1 dans les quartiers difficiles. Comment parvenir à une amélioration? Par l'école, l'éducation, oui, mais encore. Merci pour votre éclairage. C'est beaucoup pour ça que j'ai dit que moi, je mettrais le paquet sur les écoles maternelles. Je pense, si vous voulez, que ça se passe très tôt, en fait, la sociabilisation par la parole, et que c'est tout un enjeu. C'est d'intérêt des crèches, par exemple, si vous voulez. Je pense que c'est bien souvent à ce moment-là que se commencent les grands décalages, en réalité, et c'est pas après. Et c'est aussi pour ça qu'une partie des jeunes avant étaient récupérés par l'armée, qui avait un rôle. Alors, ça a beaucoup énervé quand Ségolène Royal avait dit ça, mais c'est pas faux non plus. Quand vous discutez avec des militaires, vous sentez que les jeunes qui prennent, au fond, ils les reconstruisent. Bon. Donc, c'est ce qu'on a fait avec les écoles de la deuxième chance, par exemple, qui sont des structures éducatives que je trouve intéressantes. Donc, si vous voulez, voilà, il n'y a pas de secret, mais il faut se dire, il faut commencer par les tout petits. Je veux dire, c'est le premier sujet, c'est évidemment les tout petits. Et puis les autres, vous savez, on a un problème parce que tous les jeunes qu'on met en tôle pour trafic de drogue, c'est pas forcément là qu'ils apprennent grand-chose, et moins qu'on puisse dire. On pourrait dire ça pour certains jeunes attirés par le terrorisme. Donc on a un vrai problème aussi quand un jeune, disons, il a échappé à nos systèmes de construction, comment on lui redonne une chance pour lui, mais pour nous aussi, parce que sinon c'est sur nous qui tape. Donc comment on lui redonne une chance? L'armée a joué un rôle. Le service civique fait des choses intéressantes, mais ce n'est pas forcément ceux-là qui vont au service civique. Donc là, on a certainement un problème de comment on réencadre des jeunes qui ont été mal cadrés. Je pense qu'on n'est pas très bon sur ce sujet, et c'est un vrai sujet. Voilà. Merci. Merci. Merci, Monsieur Viard. Juste quelques mots, si vous permettez. Je vous remercie parce que on a besoin, nous, sur le terrain, d'avoir une vision un peu plus positive qui nous projette sur quelque chose. C'est vrai que à l'heure actuelle, on entend plus des colères sur les privatisations de notre liberté plutôt que du positif. Donc, nous, on est dans des logiques de pensée qui sont un petit peu comme les vôtres, donc c'est intéressant pour nous, enfin, d'avoir quelqu'un sur ce sujet-là. J'ai retenu beaucoup de choses, mais il y a certaines choses
qui me semble être fort. Vous avez dit à plusieurs reprises que nous étions dans un moment véritablement de rupture totale et que l'avenir était à changer, à innover, à transformer, à faire en sorte que on soit sur d'autres logiques d'autres systèmes. Et ça nous, enfin moi personnellement et avec les équipes, ça, voilà, ça nous rassure pas, mais disons que ça nous projette. Donc, merci. J'ai beaucoup, on a beaucoup compris aussi votre questionnement sur le numérique et sur la place que prend le numérique à l'heure actuelle pour nos jeunes et ce que nous, politiques, pouvons effectivement encore amener et permettre. Tout ça, donc beaucoup de choses positives qu'on a aimées. Vous avez beaucoup parlé des tiers-lieux qui pourraient être des maisons du peuple. Vous nous avez donné beaucoup de contenu en fait sur lequel nous appuyer. Donc penser le social par le spatial, on remet tout ça dans la proximité, dans notre proximité, celle pour lesquelles on est en train de réfléchir à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Avant de clore, je voudrais remercier naturellement, tout naturellement, les équipes qui nous ont permis d'avoir ce moment d'échange, notamment Michel Toulouse, Magali Toulouse, Agnès Delfrance et Claire Vassal, ainsi que toute l'équipe du département de la jeunesse, des sports et des loisirs. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci, Monsieur Viard. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Ouais. Merci à vous. Félicitations. Et à très bientôt pour une prochaine rencontre. Donc, on choisira bien la thématique pour assurer la continuité. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Pat. Au revoir. Au revoir, bonne soirée à tous. Au revoir et merci pour tout. À bientôt, Marie. Salut, Guy-Charles. Au revoir et merci à tous. Au revoir. C'était très intéressant. Bah Très, oui. très, très, très contente.